veux dire. Donc voilà, on est sur le Phil Paper Survey 2020. Et c'est la page de présentation, voilà, ils expliquent qu'est-ce qu'ils ont fait. L'adresse, c'est survey2020.philpeople.org. Enfin, vous tapez ça sur Internet, vous trouvez très facilement. Et on va aller tout de suite dans les résultats. Peut-être, regardez vite fait les résultats démographiques juste pour se rendre compte de qui a répondu à ces questions. Alors, on peut regarder par aire de Pas spécialité. moi, Comme du coup. Parce que vous voyez, il y j'ai a la flemme. beaucoup d'épistémologie, métaphysique, d'éthique normative, philosophie de l'esprit, philosophie politique et sociale, philosophie du langage, métaéthique, éthique appliquée. Je pense que les gens Ce qu'on pouvaient devrait répondre. dire, ce qu'on devrait rappeler, c'est que c'est vraiment. Donc, c'est un site américain. Enfin, je sais pas si c'est américain, mais en tout cas, c'est anglophone. C'est surtout des Américains, Canadiens, Australiens, tout ça, britanniques qui ont répondu. En fait, c'est Et ça. c'est aussi un peu biaisé, philosophie analytique. Ils ont essayé de rajouter des questions sur Kant et Platon, mais en fait, c'est assez anecdotique. Voilà. Oui. Il y a aussi la question, quel est le Wittgenstein que tu préfères, le premier ou le deuxième? Ah ouais, c'est drôle. Il y a un peu. Pourquoi poser cette question alors que la réponse est évidente, tu vois? Je sais pas, moi, mon cœur balance. Non, mais je refuse de croire les gens qui ont répondu qu'ils préfèrent. Non, désolé, mon chat essaie de tout faire. L'autre point intéressant, effectivement, c'est de regarder d'où viennent les participants. Et donc, comme vous voyez, il y a une très, 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 très forte majorité qui viennent des États-Unis, après le Royaume-Uni, le Canada, et puis bon, le reste, c'est relativement anecdotique. Donc, effectivement, c'est pas la philosophie totalement, c'est quand même plus centré sur les États-Unis, quoi. Soyons clairs. Voilà, c'est ça. Revenons en arrière et maintenant, regardons un petit peu les principaux résultats qui sont très bien présentés. Alors, le truc est vraiment bien fichu parce que, par exemple, vous pouvez choisir par nationalité. Par exemple, si vous voulez pas regarder les Américains, vous voulez regarder comment est-ce que les Européens répondent, vous pouvez. Vous pouvez aussi, ça c'est encore mieux parce que pour le coup il y a plus d'effectifs en général, choisir par spécialité pour voir s'il y a une différence entre par exemple les philosophes pris dans leur généralité et puis le spécialiste du domaine dont relève la question. Et je trouve ça très chouette. Je sais pas si on va. Et le truc aussi, c'est que je sais pas si vous voyez la longueur du truc. Voilà, c'est long comme ça. C'est extrêmement long. On va pas pouvoir tout faire en réalité. Hein. C'est pour ça que j'ai pas répondu. Lequel vous préférez? Et effectivement, il y a quand même beaucoup qui préfèrent le deuxième Wittgenstein. Alors bon, si vous connaissez pas Wittgenstein, effectivement, le deuxième Wittgenstein est beaucoup plus agréable à lire et amusant et voilà. Mais quand on est un peu logicien, on peut être tenté par le premier Wittgenstein. Donc tout ça pour dire, on va pas. J'ai étudié le premier Wittgenstein. C'est ça le livre. Oui. C'est un mur de briques. Voilà. Ah, elle est trop bien ton édition. J'avais pas vu. Ouais, c'est celle qu'on avait étudiée en cours. On lisait ça. C'était dur. Voilà, c'est le Tractatus Logico-Philosophicus, l'œuvre en question. Voilà. Je donnais cours dessus et moi j'aime quand même. T'as donné cours dessus. Il y a des choses intéressantes. Mais effectivement, c'est un peu dur à aimer. je peux comprendre. Et donc, on va peut-être sélectionner les questions qui nous paraissent les plus intéressantes. Parce que voilà, dans le tas, on va pas pouvoir tout faire, surtout si on essaye de terminer pas trop tard après 21h. J'ai dit de 19h à 21h dans l'idée. Voilà, on va essayer de pas trop dépasser. Par exemple, première question. Ouais. Par les buts de la philosophie. Les buts, voilà, c'est vrai que celle-ci, elle est très bien, cette question, effectivement. La question, c'était donc le but de la philosophie, lequel est le mot plus important? La connaissance, la vérité, la compréhension, la sagesse, le bonheur ou la goodness, le bien, la justice, quoi. Et attends, choisis ta réponse ou tes réponses. Ah, moi, ma réponse. Alors, on pourrait essayer de faire un vote dans le public, ça pourrait être relativement amusant. Alors, ce qui est très intéressant dans cette réponse-là, c'est que vous voyez à quel point c'est partagé, n'empêche. Il y a en gros une petite. Voilà. La principale réponse, c'est la compréhension. C'est pas évident, mais compréhension. Ouais. Après. Attends, mais les trucs s'additionnent. Je comprends pas comment ça marche. Vous pouvez répondre plusieurs trucs, mais tu peux pas répondre à plusieurs trucs à la question quel est le plus important. Peut-être celle-ci, on peut pas répondre plusieurs trucs. Oui, mais clairement, là, ça fait plus que 100, non? Oui, en fait, ça fait très clairement plus que 100. C'est un peu étrange. À mon avis, ils avaient le droit à plusieurs réponses, en fait. Hein.
Non, on peut Ah, répondre. ok. Ah, on pouvait répondre plusieurs trucs et entre Oui, c'est pour parenthèses le ça. plus important. que- Bravo David qui a compris le truc. Merci. Je serais C'est ça, resté un bloqué peu de là-dessus parce que je suis texte. trop bête. Donc, ok, donc c'est ça. Et donc, dans ce cas-là, ouais, on s'est dit c'est assez cohérent. Donc, il y a 30% qui considèrent que le plus important, c'est la compréhension, 17% que c'est la connaissance, la vérité, 10% que c'est la sagesse, etc. C'est super En fait, bizarre. ce qui est Parce marrant que là-dedans, oui. j'ai cliqué sur le sous-groupe des personnes qui font de l'éthique normative et il n'y en a que 31% qui ont mis que le but de la philosophie, c'était goodness and justice. Et je trouve ça trop bizarre. Si on fait, effectivement, par exemple, on peut regarder si on se restreint aux 354 répondants pour qui c'est la spécialité. C'est quand même la compréhension qui. En fait, ouais, souvent, en fait, moi j'ai remarqué qu'en général, on s'attend à ce qu'il y ait des variations entre les groupes selon les spécialités et elles sont jamais très importantes. Ah, si, quand même, des fois, j'en ai trouvé. Je les Tu as ai trouvé qui notées. était importante? Moi, j'ai l'impression que je suis toujours un peu déçu et en fin de compte, la population générale des philosophes ressemble à la population des différents champs. Enfin, il y a vraiment des grandes variétés. En fait, moi, je ne saurais pas trop comment commenter ce truc-là, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas. Et c'est un truc, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte en essayant de réfléchir à ça, c'est que c'est pas vraiment un thème de réflexion qui est si fréquent. Genre, il n'y a pas des grandes thèses sur la philosophie. Enfin, ça doit exister un peu la métaphilosophie, genre, on se pose des questions sur quel est le but de la philosophie, mais en réalité, bah, c'est plus tellement un truc, quoi. Je pense pendant longtemps, c'était un peu le truc, genre on se demandait: «Ah, est-ce que la philosophie, c'est la quête de sagesse? Est-ce que c'est la quête de vertu?» et cetera. Mais aujourd'hui, en fait, dans la pratique philosophique, c'est plus tellement un truc. Donc du Mais coup, en il y a plein fait, de réponses peut-être différentes, que mais mmh. c'est pas forcément une question sur laquelle les philosophes débattent, mais c'est un peu une question qu'on comment dire? Qu'on montre avec nos actions. C'est-à-dire que si, on pense que, le travail philosophique peut, faire le bien et la justice, tu vois, dans le monde, peut-être qu'on va essayer de décrire pour un public, plus large que juste les Mmh. philosophes. On va essayer d'avoir une action sur le monde et cetera. Ouais, le fait qu'on interroge que des universitaires, c'est vrai que tu pourrais dire ça induit un biais en faveur de plutôt la réponse, truth knowledge ou Ouais, understanding, voilà, c'est ça. Parce typiquement. que c'est tellement fermé sur Mmh. soi-même. Il y a un truc de philo qui dit, finalement, wisdom, understanding, truth, c'est pas si éloigné. Ouais, c'est pas faux. Je pense que oui, il y a une espèce de continuité, hein, truth, understanding, wisdom, happiness et du coup, justice. Mais je pense parce que c'est truth au sens super restreint de, ce bah, la première phrase, tu sais, dans le Tractatus, Le monde est non, tout ce c'est qui a pas ça. lieu. Enfin C'est ça bref, la au première sens phrase. que la vérité, c'est ce qu'il y a vraiment dans le monde, tu vois? Presque au sens scientifique du terme, je pense que c'est ça la connotation. Oui, bah, je pense oui, clairement, c'est plus ça. Du coup, ceci dit, on pourrait aussi, se dire, ça peut refléter quoique non, parce qu'on a vu d'un champ à l'autre, tiens, je vais juste faire une expérience, je vais regarder pour ceux qui déclarent l'épistémologie dans leur, aire de spécialisation. Est-ce que genre ils donnent plus d'importance à la connaissance? C'était où ce truc? C'était où? C'était où? C'était là. Non, même pas, tu vois? Ça varie pas. C'est un peu le Ah même ouais? truc. Attends, je vais regarder la philosophie Enfin, féministe. faut regarder, ouais. Bah là, ça monte à 41%, hein, goodness and justice. Donc c'est quand même, Ouais, après, ouais, l'effectif, il est quand même vachement plus réduit du coup, mais fais voir, ah c'était oui, où? 82. My Le bad. problème, en fait, dès que tu prends des spécialités qui sont un peu étroites, Mmh. ça devient, ouais, enfin, tu peux te dire que Continentale philosophie. La philosophie la continentale. philosophie continentale, mais tu Ah as ouais, genre c'est 19 répondants, ça veut rien dire là, du coup. Enfin, après, ouais, non, bon. c'était qui? Je veux savoir qui c'était qui. Après, tu sais, il y a vraiment de l'histoire de la philosophie et des philosophes continentaux aux États-Unis. Oui, oui, mais en fait, c'est même là qu'ils sont les plus enclins à se déclarer continental, parce qu'aujourd'hui, en France, quand tu parles des philosophes continentales, les gens ont toujours dit: «Mais non, on fait de la philosophie, c'est tout». La seule Heu, philosophie, voilà. alors quel autre, tiens, par exemple, le monde extérieur, est-ce que les philosophes pensent qu'il y a un monde extérieur quand même? C'est une question importante. Ils sont 80% à penser qu'ils sont plutôt, réalistes quoi, qui pensent qu'il y a un monde extérieur. Je trouve ça c'est plutôt bon signe. Il y en Mais a attends, ça fait pas non plus beaucoup, non? comment? Il y a quand même presque il y a 6% d'idéalistes, c'est important quand même. Alors, ouais, idéaliste.
et 6% et 5% de sceptiques. Est-ce qu'on pourrait essayer d'expliquer ce que serait idéaliste dans ce cadre-là, dans ce débat-là? Ah, Berkeley? Non? En fait, c'est pas très clair, hein. Je sais pas exactement si... Les kantiens. Il y a 6% de kantiens. Je dis n'importe quoi. Je pense que ce serait un truc plutôt kantien, effectivement. Je pense pas que ce soit quelque chose comme Berkeley. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, parce que, par exemple, vous tombez sur ça et vous vous intéressez à cette question-là et vous voulez essayer de comprendre quelles sont les différentes positions qui sont soutenues. Il y en a d'autres, d'ailleurs, peut-être qui sont... Ah non, en fait, ça n'ajoute rien. Il y a un outil qui est absolument formidable et voilà, si vous voulez explorer ce questionnaire, je pense que c'est l'outil parfait pour le compléter. C'est la Stanford Encyclopedia of Philosophy, dont je viens de... voilà, je viens de passer sur la page de la Stanford. Et Standard World, si je tape Standard World, je ne sais pas s'il y a un article. Non, juste Idealism, sinon. Idealism. Hop. Et donc, par exemple, vous tapez un terme philosophique et vous avez un article extrêmement complet qui fait le point sur l'état de la connaissance aujourd'hui sur ce sujet-là. C'est des articles qui sont écrits par des universitaires. C'est hyper complet. Il y a toujours une bibliographie de malade à la fin. Voilà, petite bibliographie tranquille. Et c'est fait pour des universitaires. Et vous pouvez... le problème, c'est que là, vous ne voyez pas l'article en entier. Il faudrait que je mette les choses un peu différemment. Bon, tant pis. En tout cas, c'est juste pour signaler ce truc-là. C'est une ressource absolument indispensable pour comprendre. En plus, c'est un peu le même public, hein, si j'ose dire, celui qui passe le questionnaire et celui qui a contribué à l'élaboration de cette encyclopédie. Hein. C'est vraiment dans la même sphère intellectuelle, si j'ose dire. Et c'est-à-dire plutôt analytique. Et du coup, voilà, ce truc-là permet de se donner très rapidement une idée de ce qu'est une certaine thèse, de ce qu'est voilà, l'idéalisme, par exemple, ou plein d'autres trucs. Parfois, ça peut être très technique, genre l'externalisme de la justification. J'avoue que quand j'ai vu passer la question tout à l'heure, quand je repassais le truc, je ne me souvenais pas exactement de ce qu'on entendait par externalisme de la justification. Bah, c'est super cool d'avoir un article qui te permet d'avoir... par contre, des fois, il y a des articles... Ils sont pas tous exacts. C'est pas non plus comme une encyclopédie où tous les articles seraient identiques, au sens où ils auraient la même structure, etc. Il y a un peu de liberté. Et par exemple, cet article-là, moi, je l'ai trouvé super difficile à lire et enfin, j'ai rien compris. Ouais, effectivement, le truc, c'est que c'est écrit par différents auteurs. Chacun a son style. Moi, j'ai l'impression qu'en s'accrochant, il y a toujours un moyen d'en tirer quelque chose. Je sais pas, j'avais commencé un peu en lisant le chapeau, je m'étais dit, ok, je vois vaguement le truc. Mais souvent, parfois, ça peut être ultra technique. Ouais. Mais pour te dire, par exemple, et on peut apprendre des tas de trucs dessus, mais l'article qui, je crois, s'appelle Standard Logic, Classical Logic, peut-être. Classical Logic. Cet article-là, c'est littéralement le truc dans lequel j'ai appris la logique, en fait, parce que je n'avais pas eu des cours de logique. Enfin, chercher vraiment une présentation canonique de ce qu'est la logique. Et cet article-là, il est absolument parfait. Il te présente ça de façon... voilà, oui, je pense qu'il globalement, c'est excellent. Puis des fois, ça peut arriver de tomber sur un article qui n'est pas forcément très, très clair. Donc, voilà. Il faut juste le préciser. Ouais, effectivement, faut pas s'étonner. Enfin, ça peut arriver qu'on tombe sur des articles qui sont ardus, hein, un peu trop durs. Voilà, c'est difficile à... Pourtant, c'est la base, l'externalisme de la justification, me dit Stéphane. C'est la base. Bah, en fait, externalisme, je connaissais l'externalisme de la sémantique, comme dit Palingène, après en parlant de Putnam. Effectivement, ça, c'est l'externalisme sémantique, et c'est pas exactement la même chose de l'externalisme de la justification, même si ça peut avoir un rapport. Une autre question, tiens, un truc classique. Est-ce que donc la fameuse expérience de pensée. Vas-y, raconte-la. Vas-y. Tu vas dans la machine? Non. C'est ça que tu allais dire? Non, j'étais sur la question de juste après, qui est l'homme qu'on pousse du haut du pont. Ah non, vas-y. Tu connais peut-être je me souviens plus. En gros, il y a... c'est quoi? C'est en gros une expérience pensée. C'est un peu, ça a été créé après le tramway, j'imagine. Et si je me souviens bien, tu sais que ça se trouve c'est François qui m'avait expliqué ça en cours. Enfin bref, c'est rigolo. Un ami en commun. Et en gros, l'idée c'est que est-ce que si, on a possibilité de sauver
des gens qui sont coincés sur un rail, et il y a un train qui arrive qui va les tuer, et peut-être en poussant quelqu'un d'un pont qui va tomber sur le train, je sais plus si c'est un train ou autre chose, on va les sauver. Est-ce qu'on va le faire? Et l'idée de l'argument, si je me souviens bien, c'est que la plupart des gens ne vont pas pousser la personne, et je sais plus exactement, mais il y aurait l'idée qu'il y a un côté un peu... Enfin, juste la proximité physique fait que... Enfin, nous a un impact sur notre éthique, ou nos choix éthiques. C'est ça ou je délire totalement? Bah oui, c'est ça, en fait, c'est un peu l'équivalent... L'idée, c'est que c'est toujours le même choix que le même calcul utilitariste que dans le trolley problème, c'est-à-dire c'est une vie contre 5. Que c'est pas un levier qu'on tire, c'est une personne. Et le fait de physiquement faire du mal à une personne change notre réponse éthique, notre décision, alors même que le résultat est le même, la personne meurt et on a sauvé des gens. En fait, et donc, c'est un truc dans c'est pas de l'éthique évolutionniste qui parle de ça? Non, rien à voir. Le truc, c'est qu'il y a deux aspects. C'est que d'une part, tu vas utiliser le corps du type pour arrêter le train, tandis que dans l'autre version, dans le trolley original, c'est pas le cas en fait. L'équipe qui est sur l'autre voie est juste une sorte de... C'est une conséquence c'est un collatéral, ouais. Alors que là, c'est plus... c'est grâce à son corps qui tombe sur le rail que tu sauves les autres. Il y a plus ce côté-là. Donc, du coup, et puis il y a aussi le côté simplement que tu es engagé dans l'action différemment vu que tu le pousses, quoi. Et donc, parce que du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que tu as dit la plupart des gens ne le poussent pas, et justement, tu as la réponse. C'est ce que j'avais lu. Donc, il y a 56% qui, quand même, penchent plutôt du côté ne pas le pousser. Merci, les philosophes. Mais après, je sais pas si on peut vraiment faire confiance à ce sondage. Enfin bon. Est-ce que vraiment les 21%, tu penses qu'ils arriveraient à pousser quelqu'un et à le faire écrabouiller sous un train? En fait, toute la question, c'est là où la question n'est pas forcément... Je ne sais pas si en cliquant dessus, on peut avoir des détails. Parce qu'il y a, en fait, il y a deux questions. Est-ce qu'on est capable de le faire et est-ce qu'on pense que c'est le bon choix moral? Et c'est pas la même question, en fait. Parce que moi, personnellement, imaginons que je réponde, je trouve que c'est le bon choix moral de pousser la personne, je répondrai de toute façon, oui, mais je ne suis pas capable de le faire. Ouais, le fait qu'il y ait 20% qui disent qu'ils le font, je pense que ça indique qu'effectivement, ils l'interprétaient plutôt comme ça. Entre parenthèses, dans la question, là, ils disent pousser quelqu'un du haut du pont pour sauver 5 personnes. Qu'est-ce que quelqu'un doit faire? Ah oui. C'est plus ça. Mais c'est vrai qu'à la fin... oui. Alors du coup, je trouve que c'est très important à préciser quand on pose ces questions-là. Effectivement, c'est pas du tout la même question. Qu'est-ce que vous feriez? Et puis, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire, quoi? Quelle est la bonne chose à faire? Même en sachant que c'est extrêmement difficile. Du coup, ça fait comment ça, Science de comptoir veut pas venir, me dit Homo Fabulus. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Ah là là. Troll pour 2 alors, Stéphane, effectivement. C'est... Ah mince, à chaque fois qu'on revient en arrière, on perd le truc, ça c'est embêtant. Quelqu'un peut expliquer la blague sur les géologues? Moi, je comprends pas. C'est quoi? Je sais pas si ça vient... Alors, on s'en moque dans Big Bang Theory. Ça, je savais que ça existait. Je sais pas si ça vient. Les géologues, c'est ceux qui lèchent les cailloux, c'est ça, non? Voilà, faut avouer que c'est quand même une science qui est un peu bizarre, quoi, la géologie. On lèche les cailloux. C'est pas... On les collectionne. C'est pas de la physique. Tu vois, on ne s'intéresse pas non plus aux vivants. On prend le truc le plus chiant possible, qui sont les rochers, quoi. Enfin, c'est sûr que de base, ça paraît un peu étrange comme science. Bon, en vrai, il y a plein de choses qui sont passionnantes. En tant que grimpeuse, je trouve que ça fait sens Enfin, c'est pas français de dire ça. C'est assez bien d'étudier les cailloux parce que comme ça te permet de comprendre s'ils vont tomber sur la figure ou pas, tu vois. Je sais pas s'ils étudient genre les fissures, tu vois, typiquement les fissures, ceux qui étudient les fissures, ce serait plus des sortes de physiciens de la matière, quelque chose comme ça. La blague, c'est juste, la géologie, c'est pas une science. Mais non, en fait, en général, la blague, c'est plutôt, c'est une science, mais c'est une science nulle. Ce serait plutôt ça, le truc. Attends, mais les géologues, au moins, ils ont pas mauvais caractère, les géologues aussi. C'est ceux qui nous permettent de comprendre comment la planète, elle est quand même, et qui a la tectonique des plaques et tout, c'est les géologues, ça. C'est pas rien. Et le mec qui a le premier défendu cette idée-là de la tectonique des plaques, il a fait un poème. Il a fait un poème? Ouais. C'est vrai que ça s'y prête. Hein. C'est un poème, pas comme sujet, genre sur la dérive des continents, c'est poétique.
Il était pris pour un Voilà. fou d'ailleurs. Enfin, il a mis du temps avant que ça positionne. Probablement. Surtout si c'était sur femme de Alors, si on avait fait un Florence. sondage à cette époque sur ce truc-là, ça aurait pas. La plupart des gens auraient été contre. Alors, juste pour revenir, moi, je suis très intéressé par celui-là. C'est sur le compatibilisme. Enfin, sur le libre arbitre, en fait, donc la position compatibiliste, qui consiste à dire que le libre arbitre et le déterminisme sont compatibles. Le libertarianisme, c'est-à-dire que les gens ont un libre arbitre et qu'il n'y a pas de déterminisme parce que c'est incompatible, ou le no free will, c'est-à-dire aussi que c'est incompatible, mais que le déterminisme est vrai, donc il n'y a pas de free will. Et là, on a 59% qui soutiennent le compatibilisme, qui est bien, comme je le disais dans ma vidéo où j'en parlais, la position très largement majoritaire. Et il y a 18% de libertariens et 11% de no free will. Et si je dis pas de bêtises, je vais passer sur cette page-là. Voilà, il y avait un c'est quoi truc. ta position? Bah moi, je suis compatibiliste depuis que j'ai rencontré Florian Cova, en gros. Pareil, ça c'est inquiétant. On a nos propres maîtres philosophiques puis on les suit aveuglement, tu sais. Bah non, je suis aveuglement la philosophie expérimentale, ce qui me paraît être Après, une bonne manière d'être aveuglement. C'est un peu bizarre parce que du coup, tu es compatibiliste parce que les gens ont des intuitions compatibilistes? Non, enfin, parce que les gens, en fait, quand on parle de libre arbitre, au lieu de mettre sous le terme libre arbitre une signification qui est complètement débile, oui, d'accord. qui n'existe que dans la tête des philosophes, je prends le mot libre arbitre pour ce qu'il veut dire dans la tête des gens normaux et ce qui est très intéressant, en fait, aussi, comme concept. Et du coup, les deux trucs sont compatibles. Il faut regarder ma vidéo. Si tu n'as pas regardé ma vidéo, mon Dieu. Non, mais du coup, peut-être que la meilleure réponse, c'était que la question est pas assez claire pour y répondre. Ça serait un autre truc, mais après, justement, je pense, enfin, tu peux toujours dire à propos de n'importe quel débat philosophique, non, mais les termes sont pas assez clairs. Là, en l'occurrence, en plus, c'est pas un terme qui est si mystérieux, je pense. En fin de compte, libre arbitre, c'est du vocabulaire ordinaire. On peut répondre, accept ou reject, tu vois. Et il y a, enfin, tu vois, il y a 1,31% de répondants qui ont rejeté l'idée qu'il n'y a pas de free will. Donc c'est un peu étonnant, alors que s'ils comprenaient comme si eux ils sont compatibilistes parce qu'ils pensent que cette idée de ce concept, non en fait je sais pas ce que je raconte. Oubliez tout, je m'embrouille totalement. Mais bref. Ouais, je peux comprendre l'idée que à partir du moment où tu reconnais qu'en fait il y a une sorte de désaccord qui est purement sémantique, quelque part on devrait dire qu'il n'y a pas de fact of the matter. Mais je pense qu'en fait, si, quand même, parce que le fait qu'il y ait un contenu intuitif du terme libre arbitre qui est assez clair, en fait, et qu'en plus, beaucoup de gens s'intéressent à ce concept-là, au concept de contrôle de l'action, etc. En fait, si, c'est intéressant à étudier, donc il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y a pas de fact of the matter, il me semble. Enfin, en tout cas, je voulais prendre ce cas-là parce que justement, c'est un des cas, j'avais vu, il y a toute une page en fait dans l'étude de ce sondage qui compare les résultats entre le sondage de 2009. Ah, c'est 2009 en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2005 tout à l'heure, mais tu avais raison, c'était 2009. 2009, donc l'année du bac. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus de 11 ans. Donc je connaissais un peu la philo, mais rien qui pouvait m'aider à répondre à aucune de ces questions. Ouais, 2009, je sais pas, j'étais peut-être... je sais plus. Je vais pas calculer, ça va me faire peut-être un coup de vieux. En thèse, non? T'étais pas en thèse? Non. Je pense que j'étais peut-être déjà en thèse, ouais, c'est bien possible. En master? Je pense que oui, je devais être en thèse. Ah, ça me déprime. Du coup, il compare les résultats de façon systématique pour les questions qui étaient dans les deux sondages. Ce n'est pas le cas pour toutes les questions, parce qu'il y a des questions qui étaient spécifiques. Et le compatibilisme a augmenté de 3%. Il a un peu augmenté, effectivement. C'est un des cas où il y a des augmentations. Il y a quelques cas. En fait, peut-être ça peut être marrant à explorer via cette page-là, en fait. Parce qu'effectivement, les cas où il y a le plus de changements, ça peut être les plus jolis. Par exemple, sur le théisme, tiens, juste après, il y a ça. Le théisme a baissé et l'athéisme a légèrement augmenté. C'est pas mal. Ça, quand même, c'est assez impressionnant parce que, sachant que la plupart des répondants sont américains, je ne sais pas s'il y a des sondages sur la population américaine générale, mais l'athéisme ne doit pas être... Très peu répandu. Ouais. C'est très peu répandu. Je ne suis pas étonné que ce soit moins de 20%, même moins de 10% en fait.
Et là dans les deux sondages de 2009 et 2020, c'est au-dessus de 70%, hein, 72, 82, 74, 23. Donc les philosophes sont assez spéciaux de ce point de vue-là quand même. Je sais pas si on peut... Est-ce que je peux... Non, du coup, là, non, pas sur cette page-là, mais si... Je vais aller sur cette page-là. C'est aussi le cas de... En restreignant aux Américains, juste pour voir s'il y a un effet là-dessus. Du coup, je vais juste prendre les Américains. Et on va chercher la question sur Dieu. Ouais, c'est un peu moins, effectivement. C'est 68% si on restreint aux Américains, mais c'est quand même hyper élevé. On n'est pas loin de 70%. Donc les philosophes sont quand même des gens un peu spéciaux. Ça serait intéressant aussi par rapport aux autres universitaires. Ouais, voilà, il faudrait comparer avec les scientifiques, par exemple, aux États-Unis ou les autres chercheurs. Peut-être c'est aussi élevé. Je sais pas si quelqu'un peut trouver un sondage dans ce goût-là, s'il y a des données. Mais je serais prêt à parier effectivement que les chercheurs sont plus athées que les autres. Mais dans le contexte américain, cette valeur-là, elle me semble étonnamment élevée. Et en plus, c'est oui, la barre, c'est pas juste, il y en a quelques-uns qui penchent. En fait, non, la majorité accepte 57%. L'athéisme, parce qu'il y a toujours deux réponses possibles, juste pencher du côté de l'athéisme ou accepter, et là c'est franc, quoi. J'étais assez étonnée, j'aurais pensé que, je sais pas, aux États-Unis ils étaient agnostiques ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, en plus je crois que ça faisait partie des réponses possibles. On pouvait mettre agnostic, undecided et 10%, donc c'est pas... Surtout qu'il y a beaucoup d'universités aux États-Unis qui sont privées et aussi souvent religieuses. Oui, genre et ça peut arriver que ça entre en jeu, tu vois, quand tu as un entretien pour devenir prof. Dans certains, tu sais, c'est pas Princeton, c'est pas Harvard ou je sais pas quoi, mais ça peut être une petite fac de province, tu vois. Ben là, si t'es pas protestant ou quoi que ce soit, c'est un peu chaud apparemment d'avoir le job. Donc carrément. Avec ce biais-là en plus, ça veut dire que les athéistes sont vraiment très surreprésentés, quoi. Bah ouais. Alors Florent Kovat dit, il y a un sondage sur les scientifiques dans le livre de Dawkins sur Dieu. Mais ça date de quand du coup? Et puis ça donne quoi? Si tu te souviens de ça, Florian. Et d'ailleurs, salut à toi, Florian, je parlais de toi il y a 5 minutes. Monsieur Phil a déjà fait une vidéo pour parler des différences entre la philo anglophone et francophone. Est-ce qu'il y a des différences d'approche? J'ai fait un live du Vortex où je parle pas directement de ça, mais je parle de trucs qui tournent un peu autour de ça, si tu veux aller voir. Je regarde une autre entrée du sondage, logique, classique ou non classique. Ça, c'est typiquement une question, je comprends, enfin voilà, je suis logicien, ça devrait m'intéresser, et je ne saurais pas quoi répondre, honnêtement. Parce que moi, j'allais dire, j'en ai aucune idée. Je comprends même pas qu'est-ce que répondent les gens. Je me demande si on met... Il faut répondre à la logique transcendantale de Kant. Non, mais tu es français. Je trouve ça extrêmement étrange comme question parce que je sais pas, j'ai fait une partie de ma thèse plutôt non classique en un sens, mais tu dirais que c'est concurrent, les deux mouvements? En fait, ça le problème, c'est que c'est quoi la question en fait? C'est genre, c'est quoi ta préférée? Ouais. Il y a pas mal de questions dans le sondage qui sont pas claires. Parce que des fois, on te demande un peu ton opinion, des fois, on te demande quelle est ta position. Donc, c'est pas exactement la même chose, en fait. Et des fois, c'est plus quelle est ton intuition, j'ai l'impression, parce que... Ouais, qu'est-ce que tu as envie de répondre, là, simplement? Et c'est marrant, quand tu restreins au logicien, enfin, au logicien philosophie la logique, tu obtiens vraiment un équilibre parfait entre les deux. Après, c'est un petit effectif, 150 répondants, mais c'est assez marrant. Tu en as exactement autant qui penchent du côté classique et du côté non classique. Honnêtement, Ça m'étonne pas en fait, parce que j'ai l'impression que plus tu es spécialisé souvent dans un sujet, moins tu vas avoir une position extrême, tu vois, sur un truc. Et donc, c'est possible que les spécialistes se répartissent, tu vois, avec une diversité plus large de positions. Non? Je pense, ouais, il y a un côté aussi, quand tu... Genre, si tu as une position qui est... Je sais pas, par exemple, si on parle du réalisme scientifique, parce que c'est un des cas où il y a vraiment une sorte de majorité très très large qui penche d'un côté et que c'est vers le réalisme, il n'y a pas de souci. Je pense que si tu as des opinions de réalisme scientifique, tu n'as pas spécialement envie de te spécialiser là-dedans, en fait. Parce que tu n'as pas une opinion qui détonne par rapport à celle des autres. Tandis que si tu as un intérêt de base en te disant ouais, moi je ne suis pas d'accord avec ça, j'ai l'impression qu'il faut plutôt soutenir une position alternative, ça te donne plus d'incitation à travailler là-dedans parce que finalement, tu auras aussi plus de succès sur le marché du travail philosophique. Oui, en un sens, voilà.
Si tu défends la position que tout le monde défend, tu ne seras pas c'est pas cité. évident de publier. Qu'est-ce que tu vas raconter de plus, en fait? C'est ça. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il y a toujours un petit peu une incitation aux positions un peu alternatives, à celle qui occupe une case vide un petit peu, quoi, celle qui n'est pas trop occupée encore. Ouais, non, mais totalement, ça c'est sûr, c'est un peu artificiel. Du coup, dans Après, la plupart des gens, ils croient sincèrement. Hein. Comme les gauchers au tennis. Ouais, il y a un petit côté comme ça. C'était David qui a fait une très bonne vidéo sur les gauchers. On peut faire un sondage dans le chat. Je veux savoir si les gens vont dans la machine de Nozick. Ah oui, on va essayer de faire un premier truc. Effectivement, pourquoi pas sur la machine de Nozick. Je vais mettre... Ça peut être assez facile. marrant. Je vais essayer de faire ça. Oula, tout ça va être très très compliqué à faire. Je vais. Sinon, on leur dit et ils mettent un emoji. Alors là, je vais d'abord un peu expliquer le truc. Attends, mais je suis pas sur le bon truc. Je suis pas sur le bon truc. Une question intéressante. Est-ce qu'il y a des philosophes qui disent n'avoir aucun avis tranché sur leur sujet d'étude? Je pense que c'est assez fréquent, non? Moi, j'aurais. Enfin. Je pense qu'ils ont forcément quelques opinions, celles qu'ils publient dans leurs journaux, même s'ils y croient pas forcément. Je pense que certains, peut-être. Moi, j'ai vraiment rencontré des philosophes qui me disaient qu'ils soutenaient cette position-là, mais que c'était limite un jeu de l'esprit, où c'était un côté, voilà, je le soutenir parce que je me rends bien compte que c'est une case qu'on peut occuper dans le tableau des positions possibles, si j'ose dire, mais j'ai pas une conviction très forte là-dedans. Donc, clairement, j'en ai rencontré. Moi, c'est tout l'inverse. Enfin, bref, c'est peut-être pour ça que du coup, Après, je travaille en philosophie logique, métaphysique, ce genre de trucs. C'est peut-être un peu. Disons que les conséquences dans le monde réel sont moins graves si tu as une théorie un peu bizarre, tu vois, sur Meinong. Alors que moi, si j'ai une théorie sur la médecine qui dévie en truc terrible, tu vois, j'ai pas trop envie de défendre ça comme position, même si elle est disponible sur le marché des positions philosophiques. Sur le marché des idées, le fameux. Sur le marché des idées. Et encore, je défends des trucs un peu à contre-courant de certaines choses, mais par contre, ce que je disais au début, c'est que quand je voulais répondre au sondage, je regardais toutes les questions. En fait, quand c'est pas mon sujet d'étude vraiment très précis au sens très restreint, quoi, en général, j'ai vaguement des intuitions. Si je l'étudie en cours, je vais peut-être avoir des intuitions un petit peu rationnelles. Enfin, tu vois, un peu instruite. Voilà, instruite. mais après, en général, je vais être agnostique. Enfin, je connais pas assez en fait, pour avoir une vraie opinion. Et je trouve que c'est bizarre parce qu'en anglais, c'est philosophical views, mais en français, on aurait envie de dire opinion ou position, et en fait, ça marche pas trop fin. Claim, ouais. C'est vrai que le vocabulaire J'utilise beaucoup le mot claim, souvent pour juste quelque chose que tu soutiens, mais indépendamment de la valeur de la justification que tu as derrière, en fait. C'est une sorte de... Parce que du coup, c'est rigolo, quand je regardais mon profil, il y avait marqué « Vous n'avez pas de philosophical views ». Ah oui. Non, disons que j'ai pas vraiment d'opinion tranchée sur beaucoup de questions en philosophie parce que je connais pas assez, tu vois, mais je dirais pas que j'ai aucune philosophical views. Genre, mon esprit... je regarde ce truc, ça a l'air très marrent. Faudrait que tu m'expliques. Je sais pas si je peux m'y inscrire moi, mais juste pour explorer, pour stocker tu peux te faire un compte, tu peux te dire par exemple que tu es plus actif sur le marché académique, un truc comme ça. Tu as plein d'options. Alors juste pour revenir donc à l'expérience de la machine, à la machine à expérience plutôt, l'expérience de pensée de la machine à expérience de Nozick. Juste pour expliquer le truc, donc j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle La machine à expérience de Nozick. À l'époque, je faisais pas des titres très intéressants. Et donc l'idée, c'est, est-ce que tu montrais dans une machine qui va en quelque sorte te couper du monde réel, mais qui va te créer dans ta tête une illusion dans laquelle tu vas être complètement heureux. Quelle que soit ta conception du bonheur, en tout cas, la machine va réaliser cette conception. Tu vas vivre ta meilleure vie. Voilà, tu vas vivre ta meilleure vie, mais ce sera une illusion. Mais vraiment, ce sera ta meilleure vie. Et si tu me dis, oui, mais moi, ma meilleure vie, c'est quand même de faire, je sais pas, ceci ou cela dans la réalité, mais dans la machine à expérience, tu auras l'illusion de faire ceci ou cela dans la réalité. Donc, et jamais on va te sortir de la machine pour dire fake news, tu vois, c'était faux. On va pas te donner la pilule... Je sais plus laquelle c'est. Oui, c'est un petit peu la pilule bleue ou pilule rouge. Effectivement, là, ça serait prendre la pilule bleue, si on veut.
Et donc, effectivement, la majorité des philosophes ne montent pas dans la machine d'expérience. Il faut demander au chat. On demande au chat. Bah, après, on peut demander. J'ai déjà affiché le truc, en fait. Ah. Oui, parce que Juliette ne voit pas directement mon écran. Mais donc, j'ai déjà affiché le truc. Oui, je vois pas ce que vous Oui, montre, les gens vont être complètement influencés par ça. Et toi, tu rentres dans la machine? Alors moi, j'avais fait toute la vidéo. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression d'être un type qui, dès que je m'intéresse à un sujet, je finis par... Enfin, c'est rare que je finisse par avoir vraiment des positions tranchées. Genre, le compatibilisme, c'est une des rares questions sur lesquelles je finis par avoir une position vraiment tranchée. Mais sur ce genre de truc, en fait, vraiment, je sais plus ce que je pense, simplement. Je sais plus ce que je pense, franchement. Parce qu'en plus, moi, tout le truc de la vidéo, c'était... Pardon, excuse-moi, j'ai parlé sur toi. Dans la machine, voilà, je vous le dis tout de suite. Tu montes dans la machine. Et j'ai une théorie pourquoi... Enfin, j'ai une théorie. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une corrélation. Pendant que tu t'occupes du sondage, je vais blablater. Un truc. Mais je pense que ça dépend de la théorie du bonheur qu'on a en philosophie. Et du coup, il y a aussi une question dans le sondage sur ça. Et les pourcentages correspondent, en fait. Ça peut être intéressant. En plus, il y a une des parties. Alors, il y a tellement de trucs dans ce sondage à explorer. Et il y a des trucs avec les corrélations entre différentes questions. Ça peut être intéressant de voir s'il y a effectivement une corrélation entre ta réponse à la machine expérience et une certaine conception du bonheur. Bon, là, je ne sais pas si c'est une vraie corrélation. C'est juste moi qui suis allée regarder. Mais par exemple, il n'y a que 13% des philosophes interrogés qui vont dans la machine de Nozick. Et sur la théorie du bien-être, well-being, il y a 12% de philosophes qui ont une théorie qu'on appelle hédoniste du bien-être. Et donc, je pense que c'est un lien entre les deux. Voilà. Parce que la machine de Nozick, c'est souvent utilisé en philosophie comme un contre-argument à l'hédonisme. Donc voilà. Non. Ouais, attends, je suis désolé, j'étais en train d'essayer de gérer ce qui se passe sur... C'est une très mauvaise idée. Attends. Peut-être que je dois expliquer un peu vite fait ce que c'est une théorie hédoniste du well-being, du bien-être, ouais. Alors, très très schématiquement, parce que j'ai peur de dire une bêtise. Non, je vais me faire dire une bêtise. Attends, t'inquiète, je suis à 2 doigts de lancer mon premier sondage. Vraiment, mais quel talent, franchement, je suis vraiment un hacker de génie. Normalement, c'est démarré. Ouais, vas-y. Ouais, j'ai compris. Je pense que j'ai biaisé tout le monde maintenant. Hop, c'est parti. Est-ce que ça s'affiche? Non, ça marche ou pas? J'arrive pas à voir. Voyons, est-ce que ça marche? Ça s'affiche quelque part? J'ai lancé un truc, c'est une prédiction pour être exact. Ah non, on utilise des points de chaîne. Oh mince. Ah, j'aurais pas dû utiliser le truc prédire, en fait. C'est une prédiction, ça. Ah mince. Ouais, ok. Est-ce que vous pouvez quand même, vous pouvez prédire pour l'un ou l'autre en fonction de votre... Ah, voilà, bon, ok. Je ne suis pas si fort que ça. Mince. Prédire. Comment ça marche? Je me lance. Du coup, je peux voir les résultats quelque part? C'est un pari, c'est une prédiction. C'est hyper bizarre, Twitch. C'est mon côté, moi, je dis tout doit être, voilà, tout doit être un pari. Il faut toujours essayer de prédire. Je ne sais pas. Du coup, je ne comprends rien. Je ne sais pas comment ça marche. Je vais peut-être annuler ce truc-là. Je vais peut-être... Quel noob, exactement. Il y a marqué 820 contre, quand même. Donc, je pense que les gens dans le chat ne rentrent pas dans la machine, mais de façon disproportionnée. Ah, 800. Moi, je pense qu'ils ont juste été matrixés par Matrix. C'est pour ça qu'ils répondent ça. Mais en fait, ils devraient répondre... From hacker to prof de philo real quick. Je sais comment faire le... Ah mais Valoulette, vas-y, si tu sais comment faire le sondage, vas-y. Parce que j'essaie de le faire moi-même et là c'est une catastrophe, je crois qu'on peut le dire. Hein, je suis absolument désolé. Pas égaux au nombre de personnes. Ah mince, ça veut rien dire. Je comprends pas ce que j'ai foutu. Ouais, j'ai cliqué sur le mauvais truc, ok. J'ai cliqué sur le mauvais truc. Ça ressemblait à un truc, il y avait un endroit où on pouvait rentrer une question et ensuite on pouvait écrire 2 réponses possibles et j'ai cliqué dessus et en fait, ok, c'était pour faire une prédiction, pas pour faire... on a prédit qu'on allait rentrer dans la machine, voilà, maintenant... En un sens, oui, de toute façon, c'est une forme de prédiction, pourquoi pas. Alors, les prédictions, c'est pour un événement qui aura lieu dans le stream, on parie dessus et le streamer valide la réponse selon l'événement correct. Ah, ok. Faut attendre la fin de la prédiction, mais de toute façon, on verra le résultat. Ok, bon... Je suis désolé pour cet échec. Je vais essayer de trouver le truc sur le bonheur. Attends, hop, je fais un petit coup de contrôle. Ouais, non, well-being. Mais ce qui est intéressent, c'est que du coup,
Non, regarde, Experience Machine. Voilà, c'est bon. Tu vas voir que là, il y a des grosses différences selon je trouve, les spécialités. Donc, well-being, qu'est-ce que le bien-être finalement? Théorie du bien-être. Donc, il y a la position hédoniste. Donc, ça serait. J'avoue que je suis pas hyper au point sur tous ces trucs-là. Hein. L'approche de la satisfaction. Mais en gros, c'est l'idée que ça vient, tu vois, de l'expérience. Est-ce que tu as mal ou est-ce que tu n'as pas mal, tu vois? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait pas du bien? Ouais, ça va, c'est relativement clair. C'est plus le côté désir-satisfaction. Ça serait plus genre satisfaction des préférences. Et on préjuge pas de voilà si quelqu'un aime se faire souffrir ou. Mais du coup, ma théorie, c'est que si tu as une théorie hédoniste du bien-être, en fait, dans la machine à expérience, même si c'est illusion de la réalité, c'est du vrai bien-être, de la vraie absence de douleur. Donc, c'est pour ça que les hédonistes, probablement, rentrent dans la machine, tu vois. Ouais, parce que finalement, si le bien-être, c'est juste ton expérience, que ça soit une illusion, en fait, c'est pas très grave. Et si tu regardes par discipline philosophique sur l'expérience de Nozick, ceux qui rentrent le plus dans la machine, c'est ceux qui font de la théorie de la décision. Et ça, je trouve ça génial. Parce que ils y rentrent à 27%. Sur le truc de la machine à expérience, ceux qui rentrent le plus, c'est ceux qui font la théorie de la décision. 27% versus 13% pour tous les philosophes. On devrait les écouter, je suis désolée, ils sont spécialistes de la décision. Ouais, clairement, si des gens prennent des bonnes décisions, c'est eux. Fais voir, attends, donc c'est... Est-ce que c'est... Decision Theory, ok. Est-ce qu'ils sont nombreux ou pas? J'ai peur qu'ils ne soient pas très nombreux. 48, ouais, c'est un peu le problème. Mais du coup, dans la machine expérience, effectivement, ils sont 27% à monter dedans, tandis que c'était à peine plus que... C'était quoi, 12-13 dans le truc d'avant? Effectivement, là, il y a une grosse différence. Après, ils sont moins nombreux. Ceux qui font de métaéthique sont que 9% à rentrer dans la machine. J'avais pris des notes. Et métaphilosophie, 20%. Bon, bref, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça. Mais sur le... Enfin, j'aurais bien voulu voir s'il y avait une vraie corrélation, en fait, parce que il me semble bien que l'argument de Nozick, il est souvent utilisé pour critiquer les théories hédonistes, notamment du bonheur, etc. Tu vois. Le bonheur, c'est pas juste avoir des expériences plaisantes, il faut qu'elles soient aussi vraies, tu vois. Bah, c'était ça son truc. Et en fait, juste pour revenir au truc du well-being, là, parce que je me demandais qu'est-ce que ça recouvrait. Donc, je comprends effectivement, hédonisme, ça va, ça me paraît relativement clair. Desire satisfaction, j'imagine que c'est genre vraiment juste la satisfaction des préférences. Ce serait genre un peu la différence entre l'utilitarisme hédoniste et l'utilitarisme des préférences. Je connais cette distinction. Oui, je pense. Là, pour le coup, je ne sais pas s'ils rentrent dans la machine, ces gens-là. Bah, tu pourrais dire en un sens, une fois que tu es dans la machine, ça satisfait tes préférences. Voilà, c'est même une machine à satisfaire tes préférences, on pourrait dire. Nozick qui dit, à la fin de son article, il dit on veut faire des expériences vraies. Enfin, tu vois, il dit un truc comme ça. On veut vraiment être heureux, on veut vraiment, tu vois. Donc, si c'est ça tes objectifs, alors du coup, tu rentres pas dans la machine. Ouais, c'est vrai que ça dépend à quel moment tu évalues tes objectifs. C'est-à-dire peut-être qu'effectivement, maintenant, tu as l'objectif de ne pas monter dans la machine pour quelque raison que ce soit, mais ce que tu sais avec certitude, c'est qu'une fois que tu seras dedans, tous tes objectifs seront satisfaits. Donc tu pourrais te dire, si tu es un petit peu malin, genre tu penses un peu à long terme, tu te dis, voilà, j'ai le choix entre faire un truc qui va faire que... Mais parce que là, tu essaies de maximiser tes... Ça marche pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que si tu es un peu cohérent, ça serait relativement logique de monter dans la machine. Mais oui, parce que c'est une question de rationalité. C'est pour ça qu'il faut suivre les théoriciens de la décision. C'est eux après, qui ils sont savent quand même une majorité à pas monter, en fait. Ils sont moins nombreux à monter. Non, mais laisse-moi. Et sinon, le dernier item du truc, c'est objective list. Ça serait un peu l'idée qu'il y a vraiment une liste de je sais pas, de critères qui sont objectivement importants pour le bonheur. Mais c'est genre Derek Parfit, je pense. Il dit des trucs comme ça, que le bien-être est objectif. L'idée, parce qu'il peut y avoir un truc... j'imagine à quoi ça répond comme critique, c'est que dans l'approche de la satisfaction des préférences, un des trucs qu'on objecte souvent, c'est qu'il y a une adaptation hédonique et une adaptation
des préférences. En gros, si tu es dans un milieu dans lequel tu as peu d'opportunités, tu auras peu de désirs et du coup, ils seront faciles à satisfaire. Mais on pourrait se dire, bon, si vraiment on te bourre le crâne de ta façon, est-ce que tu désires absolument rien, sinon juste avoir de quoi manger et dormir, est-ce que vraiment tu es heureux parce que ça satisfait toutes tes préférences et que tu souffres pas? On pourrait dire, non, il y a vraiment des trucs qui sont objectivement importants. J'ai vu Florian Kova qui disait... Si on veut utiliser le concept de well-being au niveau politique, il peut mieux peut-être, tu vois, avoir une liste objective. Parce que comme ça, tu peux défendre la même chose pour tout le monde. Ça peut être un peu paternaliste, du coup, c'est quand même concrètement dire aux gens que tu sais mieux que ce qui non, mais moi, est bon je trouve ça super bizarre. Mais effectivement, je peux comprendre l'idée. J'ai vu effectivement Florian Kova qui disait que Nussbaum est la théoricienne de la liste objective, en tout cas une théoricienne de la liste objective. Martha Nussbaum, qui est... ça fait partie des auteurs que je ne connais pas, des autrices que je ne connais pas bien. Et il y a une bonne vidéo de... j'ai oublié, Kant, son nom, c'est un jeu de mots avec Kant. J'oublie toujours le jeu de mots. Quant à moi, je crois. Et sur Martha Nussbaum, justement. Si vous voulez en savoir plus. Non, mais il y a quelqu'un qui pense qu'on pense que dans la Matrix, on est heureux. Je pense que... Non, on sait très bien que l'expérience de Nozick, elle est différente. Hein. Oui, c'est beaucoup mieux que la Matrice, parce que clairement, dans la Matrice, on n'est pas heureux. Ouais. C'est le monde, entre guillemets, c'est le 20e... C'est quand 21e siècle maintenant. C'est la fin du 20e siècle, normalement. C'est ça qui est reproduit dans la Matrice. Trop bien. Bon, c'est pas forcément là où on est heureux, quoi. Effectivement. Non, la machine d'expérience, normalement, c'est vraiment, quel que soit le truc que tu veux, c'est ça que ça réalise. Je pense qu'il faut vraiment être un peu privilégié, non, dans la vie pour ne pas rentrer dans la machine. Si tu as une vie, si tu souffres sans cesse tous les jours... C'est le genre de truc où tu vois, j'ai envie de faire... Vu qu'il y a Florian Kova dans le coin, on aurait envie de lui poser la question et de dire, vas-y, fais une petite étude et essaye de voir si c'est corrélé au... Très malheureux. Mais en fait, moi, je me rendais compte en ayant fait pas mal de trucs comme ça, quand je faisais le truc sur la liberté, en fait, en général, les trucs varient assez peu, en fait. Je ne sais pas si c'est propre aux intuitions philosophiques, mais les variations, elles sont rarement spectaculaires. Et en fait, l'une des rares seules variations que je trouvais dans les réponses pour les... Parce que j'avais pas mal de trucs pour essayer de faire varier, genre homme, femme, niveau d'études, etc. Je pouvais essayer d'explorer les trucs comme ça. Et je trouvais rarement des variations très importantes. Et la plus importante que j'avais trouvée, c'était la différence entre les philosophes et les non-philosophes sur cette question-là. Mais je veux dire, c'est une question un peu particulière, la question du libre arbitre, parce que je pense qu'effectivement, les philosophes ont des idées bizarres liées à leur formation de philosophe. Juste, je m'arrête sur un item, j'avais pas vu qu'il y avait ça, et je crois qu'il n'y était pas dans le précédent. C'est sur la théorie de la référence. Enfin, je m'y arrête dessus parce que je trouve que j'ai fait 2 vidéos dessus de philosophie du langage, et je terminais un peu en disant que la grande théorie, c'était la théorie causale de la référence, et que celle qui était plutôt minoritaire, c'est la théorie descriptive, le descriptivisme. Et c'est les vidéos qui s'appellent Kripke, qui est Kripke, je sais plus comment c'est, non, j'ai oublié le nom. Enfin, il y a Kripke dans le titre. Et la première vidéo, ça s'appelle De quoi Jack l'Éventreur est-il le nom? J'aimais beaucoup ce titre parce qu'il est très juste, mais je pense que c'est un très mauvais titre quand même. Et bref, et je suis content parce que je trouve enfin une confirmation du truc, parce que là, je l'avais dit un peu en l'air, j'avais le sentiment que c'était ça. Et c'est typiquement une illustration de pourquoi ce truc-là est cool, c'est que ça permet d'objectiver ce que j'avais le sentiment, c'est-à-dire que la théorie causale de la référence est la théorie standard, la plus répandue. La théorie les approches descriptives, elles sont plus rares. Et donc, effectivement, j'ai eu un peu la même réaction que toi quand j'ai regardé Values in Science. Donc, la question, c'est est-ce qu'on pense que la science comporte forcément des valeurs non épistémiques? Et moi, j'ai l'impression que les philosophes, en majorité, diraient que oui. Et mince. Et donc, ça a été confirmé par le sondage. C'est quoi la question, t'as dit? Value... c'est tout à la fin. C'est dans Additional Questions. Values in Science. Okay, donc, est-ce que l'idéal scientifique de raisonnement est nécessairement sensible ou pas sensible à des valeurs non épistémiques? Nécessairement. Et il y a 44% qui pensent que c'est nécessairement avec des valeurs. Ouais. Non, non.
Effectivement, ces genres de questions, c'est intéressant parce qu'en plus, là, c'est même pas enfin, quoi que si, il doit y avoir quand même eu un peu un champ de recherche, mais tu as l'impression que c'est vraiment d'un intérêt un peu plus général, quoi. C'est intéressant de savoir ce que pensent les philosophes de façon générale sur cette question-là. Donc, ouais, c'est cool comme ça. Et je pense que si on demande la même question à des scientifiques cette fois, mais ça serait totalement. Ça dépendrait, Enfin, il ce y serait aurait peut-être pas de assez, question. variable selon les sciences. Je pense que plus tu es dans les sciences sociales, plus ça sera clair qu'il y a des Oui, non, valeurs, je et pense que cetera. les sciences dures, ouais. J'avais vu un truc Et qui m'a donc, étonné et ça en avait fait étonné aussi, aussi ouais. excuse-moi, mais je pense que là, il y a clairement, ça explique un peu aussi pourquoi les philosophes, mais probablement aussi surtout les philosophes des sciences, sont pas trop sur la même ligne, tu vois, que les zététiciens. Parce que je pense que les zététiciens, ils ont pas forcément, tu vois, ils sont pas forcément enclins à voir ça ou à être d'accord avec ça. Ouais, ça dépend. Enfin, ceci parce que, bah, il y a un côté je pense qu'il y a des désaccords sur l'épistémologie où il y a un manque Oui, de pas enfin, il y a souvent de beaucoup. connaissances sur les épistémologies. Enfin bref, c'est on est voilà, bon. Mais on a l'habitude, j'ai envie de dire enfin, j'ai l'impression qu'en un sens, on réagit beaucoup moins que beaucoup de gens en sciences sociales, ou enfin, quand quelqu'un dit une énormité en philosophie, un zététicien dit une énormité qui touche à un sujet philosophique, on est là à dire: «Ouais, OK, bon, ça Mais va». là, les différences entre spécialités philosophiques, elles sont quand même énormes. Parce que là, en cliquant sur. Bon, c'est plus petit ensuite, le groupe de personnes, mais la philosophie féministe, par exemple, ça va être 73% qui pensent que la science est forcément. Inclut forcément des valeurs non épistémiques, alors que si tu mets philosophie des sciences physiques, mince, je ne le retrouve pas. OK, donc là Philosophie. effectivement, j'ai les valeurs pour les féministes, pour les philosophes Philosophe féministes, de enfin, les 33 pour la philosophie des sciences physiques. et si on prend ouais, c'est vrai que ce serait un peu l'extrême, l'autre extrême. Philosophie de la biologie, Après, il faudra, j'ai 50, pas regardé c'est un le philosophe. 65 répondants, ça fait pas beaucoup. Juste si on va prendre, disons, prenons Après, il faut se dire que, épistémologie pour avoir un échantillon un peu large. enfin, moi, je pense que si les gens ont répondu, c'est qu'ils l'ont fait sérieusement parce que c'est tellement prenant et, enfin, tu vois, t'as envie de bien le Mmh. faire, quoi. Moi, je l'ai pas fait parce que je savais que je pouvais pas prendre le temps de le faire sérieusement. Effectivement, si j'ai pris juste épistémologie, qui est quand même assez neutre comme truc, c'est Mhm. déjà beaucoup plus ramassé, quoi. Ça et la Mhm. part qui considère que c'est value free, heu, à mon avis, je suis en train de me dire, la formulation de la question, elle a l'air très précise, parce que c'est pas juste value Oui, free, bah, c'est c'est marqué necessarily Ideal value free. Scientific Reasoning. Je Mmh. pense que tout le monde n'a pas lu Ideal. Mmh. Parce que moi, je serais plutôt d'accord pour dire que oui, dans Fait l'idéal, ça serait bien que ça soit value free, mais en fait, c'est ça, si tu ça demandes l'est jamais. et puis c'est aussi necessarily value free. Enfin, j'ai l'impression que la Ouais, question, elle est formulée, si tu fais attention à ces dimensions-là, pour pas ça répondre ça oui. rend plus difficile, enfin la question devient beaucoup plus difficile C'est un peu bizarre, je suis d'accord avec toi. et Mais je pense que ouais, voilà, du coup, ça contredit ce que je viens de dire. Donc peut-être les gens n'ont pas vraiment répondu en lisant bien la question, je sais pas. possible. Bah, ouais, c'est la limite, enfin, c'est des sondages, ça donne des idées. En fait, je pense que quand c'est des questions qui sont très, classiques, genre c'est assez clair, genre, moi j'étais toujours intéressé par, celle sur le j'arrive pas à la retrouver sur, le réalisme scientifique. Mmh. Pour le coup, c'est un débat qui est clair, qui est clairement identifié et je trouve ça toujours, beau d'avoir un résultat, bien net où on voit bien pourquoi, c'est pas abusé. Parce que je sais plus qui m'avait repris, parce que je parlais à propos du réalisme scientifique de quelque chose qui est un quasi consensus en philosophie et bah, de fait, il y a pas grand chose à part peut-être l'inexistence de Dieu qui remporte à ce point l'adhésion des philosophes. Là, on est à 78. Oui, quand enfin, je sais plus comment s'appelle la question, mais par exemple sur le naturalisme, c'est disproportionné, tu vois? C'est métaphilosophie, je crois, la question. Et le Naturalisme. naturalisme est la majorité, tu vois, de façon disproportionnée. Mais moi, je me disais que ce genre de questions, dans Ah, le en fait, non, contexte c'est philosophique 45. en. Si c'est Quoi? métaphilosophie la question, c'est relativement partagé, c'est Ah 45, bon? 34. Je C'est les philosophes de je l'esprit ça, c'est qui c'est à cause d'eux. mais pourtant, j'étais sûre d'avoir lu que c'était. Ah bon? Bah, je dis n'importe quoi. Et même Mais en pour tout pour cas, l'esprit, moi j'étais surpris aussi, physicalisme, c'est que 50 des philosophes. Genre, regarde, mind, ah ouais? physicalisme, ça devient c'est les panpsychistes et tous ces gens-là, c'est qui nous Je pense, mais il y en a pas autant que ça.
Si je regarde juste Philosophy of Mind, si je retape, est-ce que ça fait une différence? Ils sont combien? 355 à répondre. Mais attends, moi, naturalisme, j'ai 50%. Qu'est-ce que tu as lu, toi? Ah non, peut-être j'étais pas sûr. Alors peut-être j'avais pas remis le truc en total. Si on regarde les philosophes de l'esprit, ils sont 55% contre 28%. Ah! Mais attends, je viens de voir que je peux toujours répondre aux questions en cliquant dessus sur mon profil. Ah, il continue de récolter des données. Oui, en fait, ouais, je regardais pour la sous-catégorie épistémologie, donc ce que j'ai regardé là dans les 2-3 fois juste avant était peut-être pas correct. Il y a un autre truc qui m'avait effectivement surpris, c'est sur l'objectivité des valeurs esthétiques. Il y en a 43% qui sont Non, mais d'accord que ça, des valeurs esthétiques sont objectives. J'ai du mal à ça, je comprendre. comprends pas du tout comment c'est possible. Et en Je trouve plus, ça je suis assez totalement surpris. En plus, absurde. tout le monde a répondu, genre, enfin, beaucoup de gens. Enfin, faut voir. Bah, parce que c'est un Ouais, truc où je pense l'esthétique en philosophie, c'est là où on se dit: «Oh, on n'a pas besoin de connaître la littérature, on va répondre». Oui, mais même Non? si c'était ça, je comprends pas. Je veux dire, ça me paraît assez étrange de soutenir ça. C'est objectif. Tu te rends compte? Non, parce qu'en plus, là, c'est essentiellement des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine qui ont répondu ça en plus. Alors, on peut regarder chez les spécialistes du domaine si on peut mettre. J'ai peur que les esthétique. spécialistes de l'esthétique disent ça aussi. Où est-ce que ce serait? Ah, si, c'est tout là, le il y a un temps. truc à esthétique, c'est vrai. Ouais, c'est Oui. encore pire en fait, c'est encore 38%. pire. C'est encore pire. C'est Peut-être encore qu'on a pire. un biais francophone, on a un biais français en philosophie continentale, on serait plus subjectiviste en art, j'en sais rien. Effectivement, je trouve ça extrêmement troublant celui-là. Mais déjà, c'est typiquement le genre de truc où là, je me dis: «Bon, il faudrait peut-être que je regarde l'article de la Stanford pour comprendre qu'est-ce que peut-être qu'en fait par Parce objective, que nous, il parle par valeur esthétique objective, il parle de quelque chose d'autre, peut-être qu'ils qui parlent genre de la Mmh. symétrie, genre on trouve ça objectivement beau, tu vois? Si on tape, qu'est-ce qu'on pourrait Parce taper? qu'à mon avis, nous, je pense qu'on est juste biberonnés à Kant et alors du coup, on peut pas Et non? Il y a pas un truc comme ça? je pense ouais. Alors, en fait, moi, je voudrais faire une vidéo qui tourne autour de ça. Ce serait possible que je fasse ça, un de ces 4 sur, justement cette idée kantienne de la prétention à l'universalité, du jugement de goût, quand on porte un jugement de goût, on prétend, régler le goût des autres en quelque sorte. On prétend dire qu'est-ce que les autres devraient aimer, heu et notamment parce qu'en fait, pareil, je suis encore, influencé par Florian Kova, mais on avait eu une discussion avec Florian Kova sur le fait qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Genre, quand on teste les intuitions des gens, c'est pas du tout comme ça qu'ils jugent les œuvres. Et enfin bref, Ça a l'air de ouais, faudrait que je creuse un peu. J'avoue que c'est pas du tout mon domaine, l'esthétique, c'est même le truc qui ouais. m'a toujours le plus ennuyé, de très loin. Mais moi, Donc je connais pas non plus beaucoup sur la question du beau, mais je connais un peu sur la question de l'art. C'est pas la même chose, parce que l'art n'est pas forcément beau. Voilà. Intéressant. Non, j'avoue que c'est, a priori, le truc qui m'ennuie le plus. Donc oui, je pense que sinon les gens ont répondu objectif parce qu'ils se disent, ben, c'est des trucs un peu du genre, la symétrie, la cohérence, est-ce que c'est agréable, tu vois? ouais, mais enfin, ce serait quand même pas juste ça. Enfin, je sais pas, ça me paraît très étrange. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Prenons un autre Politique truc dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne, les 3 types d'éthique normative. Hein, j'ai fait toute une ah! vidéo Ça aussi, ça m'a surprise en ma vidéo réalité. sur The Good Place qui servait un petit peu d'introduction à tout ça et je disais, c'est les 3 grands mouvements, hein, d'éthique normative, la déontologie, le conséquentialisme et l'éthique de la vertu. Et donc là, je regarde et j'avais pas vu les résultats avant, en fait, je découvre que c'est extrêmement bien réparti, globalement déjà. C'est à peu près, Oui. 30 un peu plus entre 30 et 36% pour les 3 vues et avec voilà une petite Attends, tête d'avance en pour l'éthique de la direct vertu et le en direct conséquentialisme est sur le dernier. live, Ouais. je vais faire une simulation des réponses chez les philosophes français. 80% Kant! C'est vrai? Non? Non, Non, c'est une blague. en fait, je sais pas si tu peux faire pour là, ça peut être assez marrant, genre, disons Non, européen. mais là, parce qu'il y a personne qui a répondu, des Français, Si on prend l'Europe de base. continentale, disons.
Effectivement. Est-ce que ça change beaucoup Voilà, cette plus peut-être question? de déontologie. Faut Non, retrouver en fait, j'ai regardé, étonnamment, les conséquentialistes Ah, ils sont sont plus surtout très nombreux. nombreux en Grande-Bretagne. C'est marrant, moi je viens de regarder Europe continentale et il y a plus de conséquentialistes. Je me suis dit ça reste Voilà, mais en fait, si relativement à tu peu près la regardes même par distribution. pays, parce que après, si tu regardes par pays, j'avais regardé, c'est surtout en Angleterre. Et en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de déontologistes. Voilà. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'est assez Enfin, étrange. Moi, j'aurais si. pensé, si j'avais dû faire un pari sur la répartition du truc, je n'arrive jamais à retrouver l'endroit où c'est. Si j'avais dû faire un pari, j'aurais parié que le conséquentialisme était beaucoup plus en avant. Bah, si c'est le cas quand même là, quand je prends juste les États-Unis, conséquentialiste, c'est que ça devient 40%, déontologie 29 et éthique de la vertu 31. Ça ressemble Non, je sais pas ce que plus j'ai. à l'idée que je me faisais des résultats. En tout cas, on voit en tout cas qu'il y a vraiment ces 3 courants qui sont bien représentés, hein, dans tous les cas. Et c'est bien les 3 grands courants de l'éthique normative. Mmh. Et voilà, je trouve ça c'est satisfaisant de constater ça. Ça veut Encore une fois, dire moi que peut-être que certains ont... Est-ce que tu penses que quand on regarde les réponses, parce que c'est possible qu'il y en ait qui... Est-ce qu'on peut répondre conséquentialisme et virtue ethics en même temps ou pas? bah, ça me paraît un petit peu s'opposer. J'ai l'impression que non, ça fait une somme Ah non, qui parce qu'il y a ressemble. marqué on accepte. Il y avait aussi l'option accepter une combinaison des views. Quand même 10%. Ah mais tu as raison en fait, si on rajoute les autres, c'est que c'est clairement au-dessus de 30%, donc il faut regarder ce qui est entre parenthèses. J'imagine qu'entre parenthèses, ce serait genre les premières réponses, je sais pas? J'arrive j'arrive pas trop à comprendre le truc. Ouais. Encore une fois, là, il y a des trucs un peu bizarres. Peut-être si je clique sur la question, j'aurai plus de détails. Je n'arrive pas trop à interpréter le truc effectivement là avec, Attends, mais pourquoi... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression qu'il y a que 99% de personnes, 99 personnes qui ont répondu. Je comprends pas. Comment c'est possible? tu dû, garder une restriction sur, tu dois pas être sur all respondents, je pense. Qu'est-ce Bon. que j'ai fait? Désolée. Et j'ai vu aussi un autre truc qui est très amusant à regarder, qui d'ailleurs, je pense, celui-là, il faisait partie de ceux qui étaient aussi dans le j'arrive plus à parler, dans le sondage précédent. C'était celui de Newcombe. Est-ce que les gens sont devenus plus tout boxeurs ou pas? C'est pas dedans? Par contre, j'ai vu tes vidéos Si, voilà. là-dessus. Alors voyons, Newcombe. Elle Le s'appelle problème de comment la question? Newcombe, où est-ce qu'on en est? En 2009, ils étaient 21% à être one boxer et 31% à être two boxer et à peu près la moitié à pas connaître en fait, ou être indécis. Ouais. Et en 2020, c'est à peu près la même chose. Voilà, les choses ne changent pas, donc il y a toujours un peu plus de two boxers dans la population des philosophes, ce qui énerve beaucoup de gens, du coup, enfin, tous les one boxers qui pensent Mordicus avoir raison. Et quelque part, j'en fais un peu partie. Non, Je suis un peu one ça boxer. m'énerve pas, ça me rend un peu triste pour eux. Et de façon très intéressante sur cette question-là, je suis presque sûr que si je mets théorie de la décision, Oui. va y avoir encore plus de two boxers en fait. Tu penses? Ah mince. Oui, en fait, de façon Moi qui assez pensais étrange. qu'il fallait suivre tout ce qu'ils disent. Parce que, alors, attends, je vais faire une contrôle F parce qu'il y a trop d'items dans ce truc-là, voilà. Voilà, quand vous mettez théorie de la décision, il y en a quand même 48, donc c'est pas un très gros échantillon, mais là, quand même, la préférence en faveur de... Déjà, ils connaissent tous ce problème. Il y a pas il n'y en a aucun qui est indécis. Tout le monde connaît ce problème-là en théorie de la décision, il n'y a pas de problème. Et ils sont 73% à pencher du côté two boxer. Et c'est quand même assez impressionnant. Ouais, c'est un des rares trucs où j'avais remarqué qu'il y avait vraiment une grosse différence en fonction de la spécialité. Les gens qui font, qui sont spécialistes de ces questions-là, quelque part, sont Ils répondent pas majoritairement pareil. two boxer. Comme pour l'expérience de la machine de Nozick, finalement. Pas, Ouais. enfin, où c'est un peu différent du reste des philosophes. Quoi. Ouais, ils sont bizarres, hein, ces gens-là.
Ils sont bizarres. Il n'y a que 48 répondants, bien sûr, effectivement. Mais pour qu'il y ait un tel écart, je pense que ça détecte quelque chose de réel, quoi. Ceux qui Ah bah, ceux qui oui, font non. la théorie de la décision, sont quand même beaucoup plus enclins à être tout boxeur. Si vous voulez, on peut faire un sondage et je sais pas, c'est parce que je vois quelqu'un qui réclame un sondage, je ne sais pas sur quoi, mais par exemple sur, One Boxer ou Two Boxer. Le problème, c'est qu'il y en a peut-être beaucoup qui connaissent pas. C'est dit, si vous avez suivi ma chaîne, normalement, vous connaissez plutôt bien ce problème. Après, je voulais peut-être présenter d'une façon qui vous pousse dans une direction plutôt qu'une autre, parce que je ne cache pas tout à fait que je suis plutôt, One Boxer. Ah oui, alors peut-être que aussi, le problème, c'est que si vous connaissez le problème seulement via ma vidéo, Que je l'ai Calou présenté de façon un peu 64, différente. En gros, les c'est Two les boivent two pas boxers, c'est alcool. les ouvreurs et les one boxers, c'est les buveurs. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu dire. Je sais plus ce que j'ai dit Donc, du coup. Mais je crois que c'est ça que j'ai dit. J'espère pas avoir dit de bêtises. Oui, je crois que c'est comme ça. Et l'idée étant effectivement, quand tu es one boxer, tu t'infliges d'une certaine façon une perte. Enfin, en tout cas, tu ne La prends mort pas. fait partie de la Tu, ne- vie. Il faut bien mourir de quelque chose. passes à côté d'un gain certain. Donc, ça revient à être buveur, c'est-à-dire s'infliger ce poison au lieu de ouvrir directement la manette. Je sais pas si, du coup, moi, j'ose pas relancer un sondage parce que c'était un fiasco la dernière fois. Donc, mais si, ou Stropole, sinon, éventuellement, pourquoi pas. J'ai gifté un sub parce que c'est bientôt Noël et j'aime la destruction de valeur. Eh ben, c'est super. Ah, bah, voilà, quelqu'un a lancé un Stropole. Ouais, pourquoi pas aller. Le bon vieux Stropole, on va. C'est pas une mauvaise idée. Je vais pas regarder tout de suite les résultats. Si vous voulez, dans le chat, c'est interactif comme ça. Vous pouvez donner tort aux théoriciens de la décision. Mais j'avoue que ce Je truc-là. lis aussi le chat. Hein. Oula, on voit pas, mais je le lis. John the Trickster nous dit c'était super intéressant, mais je vais y aller. Bonne soirée à toutes et à tous. Eh bien, bonne soirée. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie en tout cas, d'explorer ce truc-là et puis d'explorer les questions. C'est-à-dire que là, on le fait pas trop parce que c'est pas forcément très amusant de lire la Stanford en direct, mais ça sera pour une autre fois. Par exemple, il y a une question, c'est Sleeping Beauty, la Belle au bois d'argent. Ah, mais je le connais très bien celui-là. Tu connais bien? Moi, je connais pas du tout. Et quand tu regardes la Axiome, tu suis pas Axiome. Ah bah, excuse-moi, moi je suis occupée à produire de la philo. Je ne peux pas en vouloir aux gens de pas regarder Axiome. Je me demande parfois pourquoi les gens regardent Axiome. Mais du coup, ça pour le coup, il y a eu que 429 répondants. Enfin, ce qui est pas beaucoup, et en même temps, alors, je pense qu'en France, il y en aurait 0, tu vois. Juste pour essayer de l'expliquer, parce qu'il est assez marrant celui-là, je vais essayer de l'expliquer en 1 minute. En 1 minute, non, absolument, c'est très difficile à expliquer en 1 minute. J'avais fait un TikTok vachement bien là-dessus. Je suis à 2 doigts de me dire, parce que du coup, ça sera en 1 minute. Je suis à 2 doigts de me dire, je vais peut-être juste lancer le TikTok. J'avais raconté une variante en fait, mais non, en fait, c'est beaucoup trop compliqué à expliquer. Regardez Axiome, je ne sais plus lequel. Il y a un Axiome où j'en parle. Mais quel est le rapport avec la Belle au bois dormant? C'est parce que c'est une histoire où on endort quelqu'un, elle se réveille 2 fois et elle doit parier sur l'action de savoir si la pièce est tombée sur pile ou sur face, sachant qu'on l'a réveillée 2 fois si elle est tombée sur pile et 1 seule fois si elle est tombée sur face et qu'on l'endort entre 2 fois. Enfin bref, et qu'on l'endort et qu'on lui efface la mémoire entre 2 fois. La médecine, c'est une expérimentation humaine absolument barbare. Oui, du coup, c'est pour ça ma variante ne passait pas par ces trucs-là. C'était bien plus étrange. C'était une histoire avec Dieu qui descend sur terre et qui sauve tout le monde. Pour te demander pourquoi vous... Ah Alors, mais quelqu'un a fait un sondage directement dans le truc, en fait, parce que là, je le vois apparaître dans le chat. One boxer, c'est-à-dire buveur, 67%. Voilà, vous me faites plaisir. Mais ça, c'est parce qu'ils ont regardé tes vidéos. Alors, je sais pas si David Science Étonnante est toujours là. Si je peux me permettre de révéler quelque chose d'un peu compromettant, c'est que David est un ouvreur, est un tout boxeur. Voilà, comme quoi il y a des gens très bien chez les tout boxeurs et il faut respecter les positions de chacun. Je pense qu'il se trompe quelque part, mais peut-être que nous on s'illusionne tous à penser qu'on boirait. Et je vais regarder le Stropole. Dans les chats, d'équipoise. Il y a des connaisseurs. Mais non, il n'y a pas équipoise. C'est de l'expérimentation humaine illégale.
de te réveiller toutes les 5 Oui. minutes pour te demander un truc philosophique, hein, c'est pas possible. Oui, en l'occurrence, c'est clairement une expérimentation qui ne sert à rien, sinon à satisfaire quelques philosophes. Et en plus, et encore, en fait, ça sert à rien parce qu'il suffit de l'imaginer la situation, on n'a pas besoin de la faire réellement. Donc, c'est une pure expérience de pensée. Donc, c'est pareil sur le straw poll, vous pouvez voir, effectivement, je crois que j'ai bien réussi à pousser les gens vers le one box. Mais est-ce que c'est une bonne chose? moi, j'ai le sentiment que c'est moral, en un sens. Parce que imagine si ton influence, comment dire, tu pourrais biaiser tout un champ philosophique si après les gens se mettent à faire des études de philosophie. Mais sans rire, c'est une question que je me pose parfois quand... Disons que je préfère présenter des choses qui sont justement plutôt consensuelles, typiquement... par exemple, le fait que sur le réalisme scientifique, c'est vraiment la position défendue par 80% des chercheurs, ça me semble plus important, du coup, de présenter ça que de présenter une position qui serait plutôt très minoritaire. En tout cas, disons que si je dois choisir une position à présenter, indépendamment de mes préférences personnelles, le simple fait que ce soit une position qui est soutenue par 80% des chercheurs me donne une raison de plutôt la choisir, effectivement. En disant, bon, ça paraît plus, plus représentatif de ce que pensent les philosophes. Donc oui, quelque part, là, en défendant les one boxers, alors que finalement, ce n'est pas majoritaire chez les philosophes, j'ai quand même fait l'effort de présenter, et en même temps, les choses de la façon la plus complète possible. Il y a Thomas Cabaret on a dit tout à l'heure que les philosophes, ils prennent des décisions bizarres aussi, parfois. Ils peuvent prendre des décisions bizarres, effectivement. Et puis, ils croient qu'il y a des valeurs esthétiques. Donc, il y a des choses troublantes dans tout ça. Objectif. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Ça, c'est marrant qu'il y ait un item là-dessus. J'aimerais bien faire une vidéo sur le sens de la vie, par exemple. Attends, et c'est quoi les possibilités de réponse? Alors, c'était assez simple. C'était subjectif, objectif ou non existant. Tu répondrais quoi? Tiens, ça, c'est un bon vote si vous voulez faire un vote. Voilà. Le sens de la vie. Subjectif. Pour l'esthétique. Est-ce que c'est objectif ou ça n'existe pas? Parce qu'en gros, chacun... Donc là, tu n'as pas encore montré à l'écran, c'est ça? Si, j'ai déjà montré, tant pis. Ouais, tant pis, les gens seront déjà influencés. Mais à nouveau, il y a des trucs entre parenthèses. Alors, j'aimerais bien... Je comprends pas bien, ouais. J'aimerais bien comprendre ce truc. Je pense que les gens qui s'occupent de Field Papers, Field People, ils sont hyper calés en proba. Et donc, ça donne toujours des trucs très compliqués à comprendre, je trouve. Alors, juste pour donner les réponses qu'ont donné les philosophes, du coup... oh mince, j'aurais pas dû faire ça. Hop, je reviens sur ça. Meaning of life. Donc, ils sont à peu près autant à considérer que c'est objectif ou que c'est subjectif. Donc déjà, on est bien avancé. Voilà, c'est soit objectif, soit subjectif. Et il y en a moitié moins qui considèrent aussi que c'est non existant. Et puis, il y a ceux qui considèrent que c'est autre chose. Voilà, vous êtes bien avancé. Là, en l'occurrence, est-ce qu'il y a... Tiens, ça peut être assez marrant. Est-ce qu'il y a un article à Stanford sur le meaning of life? Meaning of life. C'est quoi le sens de la vie? Ouais, the meaning of life. Donc, voilà, si vous voulez vraiment savoir ce qu'est le sens de la vie, clairement, c'est là qu'il faut aller. Il n'y a pas de doute possible. C'est là, le sens de la vie, il est là. Voilà, il y a vraiment un article sur ça? Ah oui, il y a vraiment un article sur ça, mais ça ne m'étonne pas. C'est un sujet... déjà, c'est un sujet classique, mais en plus, je sais que Florent Kova avait fait tout son cours de l'année dernière, ou je ne sais plus, une année précédente là-dessus. Donc, je sais que c'est un truc qui intéresse les philosophes. Il y a vraiment une littérature philosophique sur le meaning of life. Tous les nihilistes qu'on a eu dans l'histoire de la philosophie, des gens qui pensent qu'il n'y a pas de... Les Monty Python. Ça ne cite pas les Monty Python? Parce qu'avec un H. Non, c'est comme ça avec un H. Ne cite pas les Monty Python. Alors là, j'ai vraiment un gros doute sur la fiabilité de cette encyclopédie tout à coup. Enfin, clairement, c'est quand même la référence sur le sens de la vie. Je ne comprends pas. Bon, écoutez, malgré ce petit défaut, je continue de recommander. L'article, il est assez court d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah oui, Florent Kova a un financement de 5 ans pour étudier le meaning of life. Ça, c'est beau, ça. Mais je me souviens, il y avait un nouveau?
Un nouveau financement, bravo. Non, je crois que c'était pour un doctorant, parce que je me souviens qu'il cherchait un doctorant pour un doctorant, le meaning of life. Genre, c'est cool quand même de faire son. Non, mais là, c'est un truc à faire une dépression, désolé. Ça dépend ce que tu trouves. C'est déjà compliqué, puis en plus, c'est sur le sens de la vie. Et peut-être tu vas le trouver, justement. T'imagines, t'es chez le coiffeur et on te dit, ah, vous faites quoi dans la vie? Moi, je cherche le sens de la vie. Je cherche le sens de la vie. Et je trouve pas. Enfin, j'ai 5 ans pour le trouver, mais je sais pas trop où ça va. Ah, j'avoue. Bah, c'est pas mal quand même. Philosophique fait sa thèse là-dessus, contrat doctoral de 3 ans. Et ben écoute, bon courage pour trouver le sens de la vie. Florian Cova répond. C'est vrai que je me demandais un peu comment expliquer les différentes réponses de subjectif, objectif, etc. Subjectif, ça veut dire la réponse varie selon les personnes. Donc, objectif, c'est la réponse ne varie pas. Et non existant, il n'y a pas de réponse. Voilà. Quelle est la réponse entre subjectif et non existant? Il y a quand même une réponse, c'est une différence, c'est que chacun a un sens de la vie, juste c'est pas le même, quoi. Parce que c'est non existant, il y en a pas du tout. Voilà. Du coup, les gens, et si tu crois avoir trouvé le sens de la vie, en fait, tu te trompes. Alors dans le sondage est terminé, et ça n'existe pas à 59%. Mais vous êtes, c'est peut-être pour ça que vous êtes là, en fait. Oula, ils sont déprimés. Vous êtes là, vous dites, il n'y a pas de sens à la vie, donc autant venir sur Twitch et écouter un philosophe déprimé. Non, mais je les comprends, parce que moi, des fois, je me dis, je pense à la... c'est un peu cliché, mais je pense à la grandeur de l'univers, tu vois. Je me dis, mais évidemment que ça n'a qu'il n'y a pas de sens de la vie. Oui, mais après, je reviens à mon cas à moi et je me dis, je peux essayer, tu vois, de faire un peu de sens à mon petit niveau. Oui, c'est vrai qu'en fait, je ne saurais absolument pas quoi répondre à cette question, en fait, quand je réfléchis. Encore une fois, je crois que je suis partie de ces philosophes qui ont rarement des avis tranchés, en fait. Non, mais c'est pareil, j'ai rarement des avis. Mais même en philosophie de la médecine, des fois, j'ai pas forcément de... Mais je trouve ça pas mal, en fait. Ça donne une certaine disponibilité. Voilà, tu es intéressé par tous les arguments, du coup, quand tu pars pas avec une volonté de défendre une position particulière. Et quelque part, je trouve ça plutôt bien. Alors, juste pour aller sur un truc sur lequel, par contre, j'ai un avis tranché, et la plupart des philosophes... Enfin, j'aurais cru justement que les philosophes auraient eu un avis encore plus tranché. Je sais plus comment le trouver, peut-être en disant animal. Je pense que Yekna veut parler d'éthique animale. Voilà, oui, c'est ça. Je t'ai dit qu'on allait en parler un moment, parce que c'est quand même un item assez intéressant du sondage. Et donc, il y a une question. Alors là, pareil, ça fait très question, où la formulation de la question a été vraiment mûrement pesée, elle est super longue. Est-ce que manger des animaux ou des produits animaux, est-ce que c'est permis de les manger? Est-ce que c'est permis de manger des animaux ou de manger des produits animaux dans des circonstances ordinaires? Je pense que le terme « dans des circonstances ordinaires » est important, parce que vous pouvez avoir beaucoup d'arguments autour du fait quand c'est un cas de nécessité, etc. Mais disons dans les circonstances actuelles où c'est absolument plus une nécessité. Et donc, il y avait 2 réponses possibles, soit oui et oui, c'est-à-dire oui, c'est permis d'en manger, et oui, c'est permis d'utiliser des produits animaux. Dans ce cas, c'est omnivorisme. Mais ils auraient dû, je pense, écrire carnivorisme. Ouais. Quelqu'un m'a fait remarquer ça et je pense qu'ils ont raison. C'est vrai que carnivore, en fait, quand tu y penses, tu te dis que ça veut dire de manger que de la viande. C'est pas le cas quand même. C'est rare. Ça arrive peut-être, mais c'est rare. Mais après, la question, de toute façon, ne portait pas sur ça. En fait, ça, c'est juste l'intitulé de la réponse. Mais en fait, eux, ils répondaient juste à la question, est-ce que c'est permis de manger des animaux? Alors, on imagine permis moralement. Et moi, j'aurais cru qu'il y aurait plus de philosophes qui soutiennent que ce n'est pas permis. Pareil. Je pensais que... En fait, j'ai conscience qu'à mon avis, si tu compares à la population générale, il y a beaucoup plus de philosophes qui répondent végétarianisme, véganisme, machin. Mais malgré tout, je trouve qu'il n'y a tellement pas de bons arguments dans la littérature philosophique sur il est permis moralement de manger des animaux, que je suis quand même étonnée de la réponse. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'en l'occurrence, ça désigne même pas une thèse. Il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est... Il y a toute une littérature sur l'éthique animale. Peut y avoir des trucs qui vont éventuellement... En fait, c'est ça le truc. Je pense qu'il peut quand même y avoir des arguments qui vont soutenir que c'est neutre, que c'est pas... Du coup, c'est pour ça que la formulation comme ça... Faut les chercher, faut les trouver. Enfin, moi, j'avais trouvé Luc Ferry. Non. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'avais tout bidon sur eux. Mais c'était le seul argument que j'avais trouvé et c'était catastrophique. Même mes étudiants les plus carnivores trouvaient ça débile.
À mon avis, une bonne source pour en trouver, je l'ai pas, je crois qu'il doit pas être loin derrière moi, mais je vais pas réussir à le trouver, je sens. C'est, le dialogue sur le végétarisme de Michael Oui, Rummer. oui, Alors c'est clairement, heu, en faveur du végétarisme, mais le truc c'est qu'il a vraiment il cite toute la littérature et tous les arguments, il arrive à trouver des dans arguments. chez les auteurs et cetera. Donc tu vois qu'il y a quand même une littérature autour de ça. Mais c'est vrai que le sentiment que j'avais, peut-être à tort du coup, parce que ça se transfère pas à ce point, Mais non, c'est qu'il y a une sorte de non, mais les gens ont répondu quasi-consensus. sans connaître. Moi, je pense que c'est plus, «Ah bah, je suis je suis omnivore, donc je vais répondre ça», mais ils ont pas vraiment regardé la littérature. Alors justement, on pourrait se dire, on va regarder avec les gens qui font de l'éthique appliquée, heu, normative on peut regarder normative éthique peut-être aussi, mais ce serait encore mieux et j'ai vu qu'il y avait applied éthique, voilà. Si Ouais. on restreint à ça, ça fait quand même 220 répondants, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Je suis désolé de dire ce truc. On arrive à quelque chose qui est, voilà, ils sont plus que 36 à soutenir l'omnivorisme, donc il y a, 73 qui, soutiennent que c'est pas OK de manger des animaux dans des circonstances ordinaires. Donc, on voit qu'il y a quand même vraiment un effet effectivement quand tu es spécialiste du sujet, voilà, il y a 28 et 28, ça me fait, Ouais 56 qui sont soit végétariens, soit véganes et et étonnamment, d'autres vues. j'avais regardé philosophie féministe, il y a 39 de qui mettent, végan et 36 végétarien, enfin c'est super disproportionné et par contre, si tu mets, je crois que c'était philosophie de la religion, Ouais. il y a Tu veux plus dire que 8 ouais. de véganes et 16 de végétariens. C'est vrai que c'est Le truc se retourne. je regarde là, je regarde normative éthique, si Par ça contre, j'avoue qu'au niveau enfin, si tu es catholique et que tu penses que les animaux n'ont pas d'âme et que tu penses c'est pas un truc l'argument me semble limite convaincant, tu vois? C'est le seul à ouais, laquelle ouais, je me non, c'est dis: c'est «Bon». marrant, j'ai pas pensé à regarder la philosophie de la religion. Ça d'ailleurs, tiens, ça pourrait être intéressant de regarder pour Dieu. Juste, je regarde juste ça. Là, Il y a j'ai quelqu'un mis qui en pour a parlé dans le normative chat. ethics, donc ceux qui sont spécialisés d'éthique normative et c'est assez similaire. C'est-à-dire ils sont quand même nettement moins pour le coup, il y a vraiment une majorité assez nette en faveur, du véganisme ou du végétarisme. Donc ouais, c'est très marrant comme idée, mais ils sont combien dans ce philosophie de la religion? Parce que j'ai peur que ce soit pas beaucoup quand même. Ils sont pas beaucoup, mais quand même. Ça peut être quand même amusant. Voyons. Ils sont si, ils sont quand 141! même 141. ouais, ouais, Alors c'est voyons, beaucoup qu'est-ce qu'ils et il y pensent de avait Dieu? aussi Attends, qu'est-ce qu'ils pensent? et Genre, juste aussi les et philosophies médiévales aussi, ils sont pas du tout végétariens. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire sur eux. C'est tout. je sais pas, les historiens de la philosophie, on va les mettre dans une case à part, on leur en veut pas. Heu, c'est marrant, ils sont, ceux qui font de la philosophie de la religion, ils sont encore plus nombreux à penser que les valeurs esthétiques sont objectives, hein. C'est pas très Comme surprenant. ça me paraît logique aussi, non? Oui, ça me paraît relativement C'est logique. Dieu qui a créé non, c'est Et quoi? donc Non, je connais effectivement, pas. là, les animaux, ils voilà, ils peuvent aller se rhabiller. Bah, ils Heu, ont pas d'âme, non? oui et Dieu, oui, du coup, ils sont quand même 69 à croire en Dieu et quand même 20 à être athées. Je trouve ça intéressant qu'il y en ait beaucoup, qu'il y ait quand même une minorité de Ça philosophes de la m'étonne pas du religion. tout pour le coup, Bah, je pense parce en que fait, tu tu peux sais être que curieux de la philosophie de la religion, en étant athée, en fait. non, mais parce que c'est étudié à la fac, tu vois? En France, il y a Mmh, presque personne en socio, en histoire, en philo qui va travailler sur la religion. Aux mmh, États-Unis, tu as des départements de religion qui sont en fait des mmh, départements de sciences, humaines et sociales sur la religion, en fait. C'est pas de la mmh. théologie, et donc dans ce cadre-là, ça me paraît enfin, tu peux te retrouver à faire de la philosophie de la religion alors qu'en fait, tu es athée juste parce que c'est un objet, scientifique, en fait. Mmh. En France, on Bah n'a pas du tout ça, ce qui est un peu dommage, je trouve. ouais, ben, c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport à la religion, enfin, on est assez particulier. Je sais à chaque fois que je fais des, sondages sur, ma chaîne, le nombre d'athées est juste hallucinant. Enfin, je me dis: C'est pas très» je me dis: Après «C'est la pas France, très» il me semble qu'avec la République tchèque c'est la République tchèque où il y a le plus d'athées, je crois. Mais on a beaucoup d'athées en France. ils sont plus logique classique aussi, ceux qui font de la philosophie de la religion. Non, c'est très marrant, j'aime bien l'idée et voyons sur Newcombe, ah et ils sont un peu plus one boxer, hein, ils Et sont un est-ce peu qu'ils plus vont dans one l'expérience boxer. de la machine parce qu'ils ne devraient pas y aller, non? Remontons les choses, Ça serait remontons les logique qu'ils y aillent pas. La machine expérience, ouais, ils montent pas du tout, vraiment pas du tout.
Ah ouais, non, mais vraiment pas du tout. OK. Non, mais on voit C'est un peu cohérent, la pour le coup, cohérent. je pense que c'est un sous-groupe qui doit être assez particulier, par rapport au reste. OK. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Je vais remettre en tout répondant quand même, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Florian? Et oui, mademoiselle, ça, c'est la France. Alors, il y a pour être honnête, il y a aussi pas mal de questions, où je connais tellement pas le débat que ce serait long à expliquer. Enfin, genre, il faudrait que je commence par essayer de bien le comprendre, et on va se concentrer sur celles qu'on connaît un peu. Tiens, par exemple, sur la vérité, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est un des trucs, on m'avait un peu reproché quand j'ai fait ma vidéo sur la vérité Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a de, reproché? parce que je parle de vérité correspondance. Bah, tiens, tu sais, mon oral du CAPES, j'ai fait un truc, c'était sur la vérité. Enfin, le sujet était sur la vérité, hein, j'ai pas choisi. Oui, Et j'avais, plus ou moins j'étais parti de la vérité correspondance, quoi, parce que, oui, vérité correspondance, je sais pas, c'est standard c'est comme la position position de et ça me paraissait, puis je construisais un truc mais autour ça, de en ça. France, non. Ouais, et en France, voilà, c'est ça. En France, à la reprise par le C'est jury, on considéré m'avait comme dit: «Non, fait, mais non? excusez-moi, mais enfin, vous parlez de vérité correspondance, mais je veux dire, Kant a montré que c'était n'importe quoi», je veux dire, et Mais tu sais que j'ai eu la comment vous même pouvez, expérience. vous appuyer là-dessus? Enfin, vraiment, on m'avait reproché ça, clairement. On m'a dit: «Tout votre truc est hors sujet parce que vous parlez de vérité correspondance», et je veux dire, ça ne se fait pas, voilà. Pas en France, en tout cas. Mais tu sais que j'ai eu un peu la même expérience, mais c'était sur la logique. C'était un texte de Kant où ça parlait de la logique. Et à la Mmh. fin, on m'a reproché de ne pas avoir dit que de toute façon, la logique, elle était dépassée dans la dialectique transcendantale. Donc, en fait, c'est même plus Ah mais logique oui, c'est vrai, classique, j'avais logique. oublié qu'elle était dépassée, la logique J'étais là, comment ça, elle est dépassée? Qu'est-ce qui se Putain. passe? Bon, on fait pas une ouais, non mais sans déconner, les jurys de concours, moi, enfin, j'en ai pas fait beaucoup, mais Ah non, mais ça moi, on m'a m'a dit, vous avez heureusement, j'ai eu le cité CAPES Bertrand Russell sur le roi de France est chauve. mmh. On sait de quel camp vous êtes. Oui, parce que Mais par la contre, queue roi de Russell, c'est France un est chauve, verbe qui est au c'est un exemple programme qu'a en plus. pris, Russell, juste pour expliquer, parce que les gens ne connaissent pas forcément, mais c'est un exemple très fameux de Russell. Donc effectivement, ça fait philosophe analytique de prendre cet exemple-là, très Mais non, clairement. parce que c'est au programme de Terminal Russell, non? En plus, oui, c'est vrai, mais bon, il y a plein Et en plus, d'auteurs, on a mis Russell là-dedans pour faire plaisir j'ai à appris cet exemple, le roi de chauve, pardon, roi de France est chauve, dans un cours donné par un genre d'heideggerien, tu vois, à la Sorbonne. Donc non, je suis désolée. en plus, ah C'est oui, abusé quand même de me dire, on voit de quel camp vous êtes. de quel camp vous êtes. Ouais, on voit aussi Tiens, de quel moi, camp ils peu sont. Et importe après, ce que je on va peux nous faire. expliquer que truc, non, mais en réalité, les analytiques, ils sont très bien accueillis, etc. Mais Non, pas du enfin, tout. l'hostilité qu'on rencontre parfois, c'est ouf. Et moi, Et j'ai c'est juste vu, la façon de parler, en fait, que je trouve. Parce que j'ai l'impression que peu importe ce que je vais dire, même si c'est Kant, juste la façon de poser les arguments et mmh, d'expliquer, de ne c'est pas être dans le ennuyeux. respect sacré du grand auteur que tu ne peux qu'essayer de comprendre, mais certainement pas, voilà, Bah, je sais pas, je juger, sais plus enfin, faire, en te tout permettre cas. de dire, par exemple, que son argument, où il prétend réfuter la vérité correspondance, eh bien, ce n'est pas exactement convaincant, en fait, il passe, un peu à côté de la plaque. Donc juste pour reprendre, le truc sur la vérité correspondance, voilà, que je disais, c'est typiquement un des sujets sur lesquels si je parle de vérité correspondance, c'est pas seulement parce que j'y adhère plutôt, pour ainsi dire, mais c'est aussi parce que c'est vraiment une vue très standard. 51% qui adhèrent. La conception déflationniste qui rassemble 24% des voix, c'est difficile. Enfin, voilà, j'avais songé à en parler dans ma vidéo quand je faisais ma vidéo sur la vérité correspondance, parce que c'est un autre point de vue important, mais c'est pas très éloigné, disons. Et tout ce qui est, genre, vérité, cohérence, je sais pas pourquoi en France, on adore parler de vérité, cohérence. J'entends plein de cours de philo, c'est un truc qui revient beaucoup, un peu pour l'opposer à la vérité correspondance, avant de faire une troisième partie sur Kant, évidemment, qui, voilà. Mais la vérité, cohérence, typiquement, ça n'existe pas, quoi. C'est même pas dans les réponses. Je sais pas si, on peut avoir des détails. Parfois, on peut avoir des Ouais, détails sur c'était ce que les cohérence, réponses tu veux disent. dire? Tu as dit correspondance. Si, ouais, ça apparaît dans 10 réponses, quoi, les trucs de cohérence. Mais c'est vraiment pas une vue, importante du Non, tout. mais enfin, moi, je sais que donc j'ai débarqué en Angleterre en master et tu vois, forcément, même si j'avais eu quelques cours, entre guillemets, «de philosophie analytique», j'étais quand même plutôt biberonnée à, ben, à la philosophie à la française et c'était tellement bizarre parce que des fois, enfin, je me souviens maintenant, je comprends un peu ce qui s'était passé, mais par exemple, il me disait la vérité
Et eux, ils avaient forcément en tête un truc, genre vérité, correspondance. Et moi, je comprenais totalement un truc, enfin, je comprenais un truc absurde, tu vois, parce que, enfin, je comprenais un truc totalement différent. Et, enfin, du coup, ça donnait, enfin, toute conversation était extrêmement compliquée au début. Bah, ouais, c'est vrai que c'est une autre culture philosophique. Enfin, tu le vois typiquement sur ce genre de résultat, quoi. À quel point la vérité correspondance en France, c'est tellement méprisé. C'est vraiment pensé, ouais, mais Kant l'a Bah, réfuté, quoi. c'est C'est vraiment comme le truc. le conséquentialisme. Le Il y a, conséquentialisme, pareil, il y a un l'utilitarisme, tiers c'est une insulte. C'est pour ça que j'ai fait une blague tout à l'heure en disant que je faisais une simulation de si on faisait le même sondage en France, mais en gros, il y aurait une énorme majorité, je pense, de déontologistes, donc de kantiens, et puis quelques, tu sais, Aristote. Enfin, disons que si vraiment le public qui était, enfin, parce que le Les problème, profs c'est de que là, philo de terminale, si tu voilà, leur c'est demandes, ou disons même les universitaires, mais le truc, c'est que sans le problème de offense, ce genre de sondage, c'est qu'à mon avis, même si tu prends les philosophes français, les seuls philosophes français oui, qui ont même les répondu à ce sondage, à mon avis, sont un peu plus analytiques que les autres parce qu'ils doivent se bah oui, trouver parce que sur déjà, ils certaines écrivent en questions. anglais, etc. Mais effectivement, je pense que C'est l'utilitarisme, hyper, mais c'est clairement tu sais, une insulte. la seule fois où j'ai étudié John Stuart Mill, c'était en cours d'anglais philosophique. Mais oui, c'est Donc vrai, là, en plus, moi aussi. toi aussi. Mais l'anglais philosophique, c'était super cool parce qu'on voyait des super auteurs, parce que les Anglais, ils sont super cool en général, quoi, les auteurs Et moi, anglais. je me suis toujours étonnée parce qu'en France, Mmh. tu vas avoir. Je sais même pas si c'est assez courant, en fait, un cours d'éthique. Ça va surtout être un cours de Kant. Mais imaginons que tu avais un cours d'éthique. On va parler de Kant et de trucs comme ça, mais tu vas pas avoir la présentation standard qu'on va donner en introduction de l'éthique, par exemple en Angleterre ou ailleurs. On va dire, ben voilà, il y a 3 courants, le conséquentialisme, l'éthique de la vertu et le déontologisme. Ce que fait, par exemple, la page sur la Stanford, tu vois, elle va te présenter au moins déontologisme, conséquentialisme et peut-être vertu éthique sur une autre page, je sais plus trop. Mais en France, on va jamais te présenter des choses comme ça. Et il y aura peut-être des commentaires narquois sur l'utilitarisme de temps en temps. Oui, C'est le seul mais c'est souvenir vrai, que ouais. j'ai. C'est effectivement le ressenti que j'avais, c'est genre l'utilitarisme, c'est le truc qu'on prend même pas la peine de réfuter, Même on se pas, contente de s'en c'est moquer, ridicule. quoi. Ouais. Euh, Bref, là on dévie totalement. Ouais. Je revenais alors que voilà, juste pour typiquement, là aussi on le voit dans le sondage que c'est très répandu, au contraire, cette tripartition de l'éthique en Il y a le décodeur philosophique qui dit qu'il y a des universitaires, j'imagine français ou pas, il va me dire, que Kant serait purement non conséquentialiste. On revient un peu sur ça, mais le truc c'est qu'il faut savoir que si vous allez au concours CAPES, agrég, tout ça, et que vous citez des universitaires sur Kant ou sur d'autres auteurs très canons, ça va pas forcément passer. Il faut avoir un peu l'interprétation classique de chaque auteur, sinon c'est un peu... ça marche pas trop, quoi. Je sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais j'ai l'impression J'ai que... pas une grosse expérience des concours, j'ai pas. Si pendant le concours, tu commences à dire qu'il y a plusieurs interprétations de Kant, je pense que ça va pas passer, quoi. Je me rends pas trop compte. Ça m'aurait pas. Typiquement, ce genre de truc, ça m'aurait pas trop gêné de le faire. Mais allez, ouais, les concours, c'est spécial. Je veux dire, quand tu t'es formé plutôt à la philosophie analytique, te retrouver à passer le CAPES et tout ça, ça fait un grand écart. Du coup, D'ailleurs, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Florent Kova, c'était à l'écrit du CAPES. J'ai un souvenir très précis. Et Florent Kova, je sais plus quel était le je vais sujet. donner une anecdote très rigolote sur l'écrit du CAPES récemment sur Twitter. Ah oui. Le sujet, c'était « Que peut-on partager ?» Et je sais pas trop pourquoi, je suis partie dans une dissertation totalement métaphysique, tu vois. Est-ce qu'on peut partager... quelles sont les propriétés qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre, tu vois. Bah, ça fait très, très platonicien comme truc, genre, parce que... Et bah, du coup, j'étais partie un peu de la mythe, tu sais, du théorème de l'identité des indiscernables. Donc, l'idée que si deux objets ont exactement les mêmes propriétés, en fait, il n'y en a qu'un, et ils sont forcément identiques. Et donc, j'avais fait tout un truc là-dessus, et puis j'ai voulu citer, j'avais un vague souvenir, justement, de quand j'avais étudié en Angleterre. Les 2 boules. Voilà, l'idée de 2 boules, il n'y a rien dans l'univers, il y a juste 2 boules qui se font face. En fait, ce sont des sphères dans l'article. moi, j'ai écrit des boules, et j'ai écrit selon un philosophe britannique. J'ai totalement oublié le nom. C'est vraiment passé dans la copie, j'ai écrit ça. Et puis, prise d'un doute, oui, parce que du coup, le contre-exemple, c'est que ces 2 boules, sphères, pardon, elles se font face, elles ont exactement les mêmes propriétés parce qu'elles sont vraiment pareilles, puis elles se font face, donc même les propriétés spatiales sont identiques, pourtant elles sont
distinctes. Ouais, effectivement. C'est un exemple classique, mais effectivement, je ne sais plus l'auteur, moi. Et voilà, mais le truc, c'est que moi, donc j'écris ça, et puis pris d'un doute, je ne sais pas pourquoi, une inspiration civile, j'écris que les boules sont noires. Je ne sais pas pourquoi. Et après, je rentre chez moi, et je regarde, et en fait, le gars, il s'appelle Max Black. Ah. Mais du coup, j'aurais tellement voulu savoir si le correcteur... Ça n'a aucun intérêt de dire qu'elle est noire. Et les boules noires. Ouais, les boules noires. Je me souviens que j'ai commencé dans le genre truc complètement random, j'ai commencé un écrit d'Agreg par une formule de logique, c'était un sujet sur l'identité. Et je savais pas que ça se faisait pas trop, ce genre de truc. Et j'ai pas eu une si mauvaise note. J'ai eu 10, qui était plutôt bien. Mais moi, j'ai eu 11. Hein. Selon un philosophe britannique, il y a des boules noires. J'ai 11. Hein. Ce qui est très élevé, en fait. 10 et 11 pour la grecque, c'est plutôt... c'est bien. Hein. J'ai été admissible grâce aux boules noires. Grâce aux boules noires. Oui, juste, oui, quand j'ai rencontré Florian Kova, ça m'a marqué parce que je me dis, celui-là, il a l'air intéressant comme type. Parce que je crois que c'était une question sur les progrès en philosophie. Ou non, il me parlait de ce qu'il avait fait l'année précédente sur les progrès en philosophie. Genre, le sujet, c'était y a-t-il du progrès en philosophie? Et une question dans le sondage, d'ailleurs. Comment? Dans le sondage, il y a marqué il y a cette question. C'est vrai, il y a une bonne question sur ça, ouais. En regardant ça après, je voulais aussi regarder sur les méthodes. Juste pour finir l'anecdote, et Florian Kova avait dit, ouais, en gros, moi, mon plan, c'était, je disais que, oui, parce qu'il y a des vérités, et donc, plus on s'approche de la vérité, plus on fait des progrès. Un truc comme ça, je crois. Et je trouvais ça. Je dis, ouais, c'est génial, mais j'avais déjà quand même le sentiment que c'était pas le genre de truc qu'il fallait mettre dans une copie. J'avais déjà ce sentiment-là que c'était, à mon avis, c'est pas ce qu'il voulait entendre. C'est vraiment pas ce qu'il voulait entendre. Donc voilà, juste l'anecdote. Et plus tard, j'apprendrai que c'était Florian Kova. Bref, une des questions que je trouvais assez marrante, c'était sur les méthodes philosophiques. Ouais. Quelles sont les méthodes philosophiques qui sont jugées les plus importantes? Alors pareil, je pense que plusieurs réponses étaient possibles. Parce que clairement, la somme fait beaucoup, beaucoup plus que 100%. Donc, et 92% des gens ont accepté une combinaison de... D'accord. Oui, c'est peut-être ça, en fait. À partir du moment où tu acceptes, du coup, tu peux faire plusieurs réponses. Et du coup, parfois, quand c'est entre parenthèses... là, il n'y a rien entre parenthèses. Voilà, il n'y a rien. En fait, tout le monde a accepté qu'il y ait plusieurs réponses. Il y avait plusieurs choses. Ouais. Donc, ce qui arrive en premier, c'est l'analyse conceptuelle. Effectivement, c'est assez consensuel, surtout en philosophie analytique. Entre guillemets analytique, ouais. C'est peut-être, oui, c'est presque dans le titre. En gros, on prend un mot comme connaissance et on essaie de définir ce que ça veut dire. Ouais. Et donc, en fait, ça veut dire analyse conceptuelle, ça veut dire essayer de trouver des critères nécessaires et suffisants pour définir des concepts, non? Ouais. Enfin, c'est plus large que ça. Mais en même temps, il y a aussi il y a un peu cette idée-là de faire des distinctions, de prendre un terme et d'essayer de dire, bon alors, le philosophe, je sais plus, j'avais vu une vidéo d'un type qui imitait le philosophe allemand qui parle de la liberté, et je ne saurais pas le faire parce qu'il faut prendre l'accent allemand, et je pense que ça va être gênant si j'essaie de le faire, mais il dit quelque chose du genre la seule véritable liberté est l'obéissance absolue au devoir. Voilà, c'est ça. C'est le philosophe allemand, celui qui dit ça. Et le philosophe anglais, il dit alors, il y a 3 types de liberté. Le premier type de liberté, il y a 3 sous-types. Il y a la liberté de... Je pense qu'effectivement, ça capture bien le... C'est quoi le philosophe français? La liberté, c'est... Et il va boire un coup. C'est ça. C'est celui qui... Non, il fait du harcèlement sexuel encore. C'est la liberté d'intention. C'est la tradition. La liberté d'importuner et tout ça. Là, dans le type de méthode, ce qui va intéresser peut-être Florian s'il est encore là, c'est la méthode expérimentale en philosophie. Il y a plus de gens qui rejettent la méthode expérimentale qu'ils ne l'acceptent, même si j'imagine que c'est en constante augmentation. Alors pour le coup, je pense qu'ils n'avaient pas le truc avant. Par contre, ce que j'ai vu passer un tweet aussi. Ouais, je l'ai lu aussi. Sur le fait qu'en fait, si on regarde par génération, si on se dire, les plus jeunes sont beaucoup plus enclins à répondre oui pour la philosophie expérimentale, donc le fait d'utiliser des méthodes expérimentales en philosophie, comme ce que j'ai fait dans plusieurs vidéos, par exemple, ou ce que j'avais présenté avec Florian Kova, et aussi pour les méthodes formelles. Ils sont plus tu es jeune, plus tu es enclin à utiliser ça. Et donc c'est assez intéressant, et je pense que ça traduit aussi peut-être une évolution dans... Moi, j'aurais dû lire les résultats là.
j'aurais dû lire ça avant de me présenter à un entretien pour un postdoc. Et je dis au mec, oui, donc aussi, je serais intéressée par faire des choses un peu faire des sondages, à m'intéresser, tu vois, un petit côté expérimental. Et elle me regarde, fait, comment ça? Mais vous savez que c'est très controversé, ça, quand même. Je suis là, oui. C'était en France? C'était en anglais ou en Non, français? non, c'était aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, d'accord, ouais. Pourtant... Mais ils étaient très bizarres, parce que j'ai aussi dit, est-ce que ça les intéresserait de collaborer ensemble, je sais pas, d'avoir des projets en commun, de pourquoi pas écrire des articles ensemble. Et là, ils m'ont dit, ah non, nous, on recherche quelqu'un qui est autonome. Ah oui, ça veut pas dire que tu étais un débile qui ne sait pas travailler tout seul, mais c'est ils ont marrant parce qu'en compris. plus, je pensais que ça serait plutôt valorisé justement le fait d'avoir des co-auteurs, en fait. Et en fait, Et en plus, il y en a de plus en plus. On a l'impression sur Twitter que c'est assez valorisé, mais en réalité, la majeure partie des gens en philosophie considèrent assez ça, le voient d'un mauvais œil. Enfin, dans ton CV, si tu as un article co-auteur, beaucoup de gens vont penser, ah bah, ils n'ont pas écrit, voilà. Donc voilà, on m'a dit non, on cherche quelqu'un d'autonome. Là, j'ai réalisé que je disais vraiment que des conneries dans cet entretien. Là, tu connaissais pas le truc, quoi. Non, en fait, il faut que tu écrives des articles tout seul. Florian confirme, c'est très casse-gueule d'avoir des co-auteurs. Voilà. Ah oui, et quelqu'un demande la différence entre conceptual analysis et conceptual engineering. C'est une bonne question, justement. Est-ce que engineering, c'est pas l'idée qu'on crée des concepts un peu? Si, c'est ça. En gros, c'est se dire, bah là, on a besoin d'un concept qui désignerait ceci ou cela. Et voilà, c'est plus l'idée de créer des concepts. Parce que conceptual analysis, ça va être davantage, on a des concepts du sens commun et on essaye de... ah non. On essaye de les... Florian dit, c'est qu'on répare un concept. Tu répares un concept. Ah, intéressant. Ou tu en crées un. Ah, il y a les deux, ok. Ah, on peut aussi en créer un. T'as un ingénieur conceptuel. C'est beau, ça, quand même. Du genre, tu vois, l'équipoise clinique, c'est typiquement de l'engineering conceptuel, tu vois. Ouais, tu sens que tu as besoin d'un concept pour désigner ce truc-là, et du coup, tu introduis ce terme et cette définition, et tu te dis, voilà, maintenant, ça nous permettra de dire quelles conditions doivent être satisfaites pour que les essais cliniques soient légitimes. Et voilà, avec le concept d'équipoise, tu le comme ça, voilà. J'arrive pas à utiliser le langage. Je fais des gestes. Je suis nul. Il y avait une autre question sur la philosophie. Ah oui, voilà, le progrès philosophique qui était assez marrante aussi à regarder. Est-ce qu'il y a des progrès philosophiques, justement, question qui était tombée au CAPES, donc il faut croire, ou à la grecque, parce que je sais qu'on en parlait. Et très peu répondent qu'il n'y en a pas. C'est assez intéressant. Je pense qu'en France, typiquement, ça serait assez mal vu de dire qu'il y a du progrès. Et en gros, presque tout le monde dit soit qu'il y en a un peu ou beaucoup. Enfin, il y a un peu, voilà, je pense. Et ouais, c'est ça, on trouverait ça très naïf et scientiste. Ouais, exactement. Je pense que c'est le bon truc. Et ça aussi, je pense que c'est... Mais d'ailleurs, je me souviens que j'avais fait une présentation un peu pour parler justement sur le Vortex, quand j'avais fait mon live, qui parlait un peu de la distinction philosophie analytique, philosophie continentale. Et je disais, un des trucs... Enfin, je m'étais appuyé sur un travail d'un sociologue qui avait essayé de classer ça. Et un des trucs qui ressortait, qui me semblait assez juste, effectivement, c'est de penser d'un progrès en philosophie. Je pense qu'elle est très claire. Elle est même pas spécialement... genre, c'est pas, tu t'engages pas dans grand-chose en disant oui, il y a du progrès en philosophie, évidemment. Si tu reprends la même question 15 ans plus tard, il y a des nouveaux articles qui ont été écrits, on comprend mieux le truc, etc. Et cette idée-là, par contre, elle est presque incompréhensible souvent pour les non-analytiques, disons, pour ne pas utiliser le mot continental. Après, la majorité répondent quand même un petit peu. Donc, ça reste quand même assez humble. On espère, en tout cas. Ouais. Je pense qu'il y a un petit... Oui, il est marqué, est-ce que vous pensez qu'il y a du progrès en philosophie? Un petit peu ou... Oui. Ouais. C'est ça. C'est humble. Ouais, ouais, après, c'est... Ah non, un petit peu et beaucoup, pardon. Donc, oui, c'est un petit peu et beaucoup, oui. Oui, en gros, c'est 88% qui disent oui, il y en a un peu, beaucoup, mais en tout cas, il y en a. Donc, en même temps, si les gens... ce qui est bizarre, c'est qu'en France, par exemple, au lycée, on va s'arrêter tellement tôt dans l'histoire de la philosophie, ça serait un peu paradoxal de penser qu'il y a un progrès, puis ensuite de s'arrêter, tu sais, en 1960. Et à côté, tu peux pas toujours mettre à jour le truc jusqu'au dernière étape des sciences. C'est pas parce que... Il faudrait au contraire faire un peu ce que font les
les gens en philosophie analytique, et qui est un peu un problème, c'est que souvent ils regardent même pas l'histoire de la philosophie, ils vont direct à ce qui est le plus récent, au sens souvent ça peut être un autre tard. C'est un peu le tort inverse, mais du coup ça réinvente parfois l'eau chaude. Voilà. Je pense qu'il y a un peu l'idée, parce que c'est un peu une croyance, le fait que dans la philosophie, allez, je vais dire le mot continentale, en tout cas, disons, la philosophie telle qu'on l'enseigne en France, généralement, il y a un peu cette idée que les auteurs n'ont jamais tort. Et le problème, c'est si tu commences à dire que les auteurs n'ont jamais tort, il faut déjà, ça pousse à une conception, bah ouais, tu vas jamais donner tort à Kant ou à Descartes, si, parce que il y a que ceux qui sont dans la troisième partie qui n'ont pas tort, mais ceux d'avant. Ouais, mais quand même, tu suis un cours sur Descartes, on va pas te dire que Descartes a tort. Tort, non, puisqu'après tu mets Kant juste après. Ouais, mais là, c'est juste dans le cadre d'une dissertation. Oui, tu les fais dialoguer entre eux, mais c'est plus pour. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même globalement cette idée que les philosophes n'ont jamais tort. Et vu qu'ils se contredisent plus ou moins entre eux, déjà, ça fait que tu as une conception de la vérité qui va devenir un peu bizarre et compliquée. Et puis surtout, ça va faire qu'il n'y a pas vraiment de progrès, puisque Platon avait déjà raison, et Kant aussi, après, a raison, et Heidegger, après, aussi a raison. Tout le monde a raison, finalement. Et il n'y a pas vraiment besoin de progrès, puisque les auteurs n'ont jamais tort. Et puis on est certainement pas mieux aujourd'hui. C'est absurde ce que tu dis. Oui, c'est absurde. Si personne n'a tort, personne n'a raison, non? Oui, non, mais c'est absurde, clairement, c'est absurde. Je suis pas en train de dire qu'ils ont raison de faire ça. Je pense que c'est un peu le sentiment que ça véhicule, quoi, le côté. On est tellement dans un peu la vénération des auteurs que voilà, on finit par être obligé de soutenir. Je dis pas que les gens soutiennent réellement que les auteurs n'ont jamais tort, mais de fait. En tant qu'étudiant ou t'écris un article, écrire un article pour expliquer pourquoi machin a tort, un auteur a tort, je sais pas, Descartes a tort, ça passera pas, quoi. D'ailleurs, en Angleterre, je dis Angleterre parce que c'est le seul endroit où j'ai vraiment étudié, mais on va pas écrire des dissertations en 3 parties, on va écrire des essais, et c'est très courant. L'essai, la structure, c'est prendre un auteur, mais ça peut être Platon, n'importe qui, et dire bah voilà, il a tort. Waouh. Mais c'est assez difficile du coup, parce que réussir à, tu vois, argumenter contre un philosophe alors que t'es en L2, bah vas-y. De toi-même, tu n'utilises pas forcément les arguments d'autres philosophes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu parles alors que dans une dissertation, tu vas critiquer, mais avec quelqu'un d'autre. Il y a un truc aussi qui m'avait frappé dans je ne sais pas si tu te souviens de ce colloque qui s'appelait Philodocte, c'était il y a longtemps. Comment ça, colloque ? C'est une association. C'était une association, pardon, oui, mais ça faisait des réunions régulières où il y avait des intervenants qui venaient. Je suis venu plusieurs fois même. Et le truc qui était particulier, c'est qu'il y avait des analytiques et des continentaux dans le truc. C'était un peu, voilà, comme c'est un département un peu mixte, Paris 4. D'ailleurs, je n'étais pas à Paris 4 du tout, j'avais juste plein d'amis là-bas. Et du coup, je trouve qu'il y avait vraiment 2 ambiances selon que l'intervenant était continental ou analytique. En gros, quand il y avait un analytique, les discussions, c'était rarement, enfin c'était, je dirais pas que c'est pas bienveillant, mais il y avait beaucoup d'objections, en fait. Voilà, les discussions, c'était essentiellement des objections, en fait. C'était en gros, machin a défendu ça. Donc à la fin, tu venais, tu dis, non, j'ai une objection là sur ta 3e slide, tu dis ça, mais je pense que ça tient pas parce que ceci ou cela. Enfin, le cœur du truc, c'était des objections, en fait. Et tandis que quand c'était des continentaux, la discussion ne retournait pas autour d'objections. J'aurais pas su dire exactement sur quoi ça tournait, mais vraiment ce sentiment très où on essaye de démonter le papier en quelque sorte, de dire non, ça tient pas, qui est pas perçu mal en fait. C'est limite de la politesse en fait de faire des objections, d'essayer de voir est-ce que ça soutient. Oui, non, c'était assez difficile. Je me souviens, j'avais essayé moi de faire une objection à une présentation, je sais plus, sur un truc d'Heidegger. Ça avait eu l'air de vexer énormément la personne qui n'avait pas répondu et était devenue très agressive immédiatement. Comment ça, tu essayes de montrer qu'Heidegger a tort, mais pour qui tu te prends, voyons. Non, mais c'est ça. Et du coup, oui, il faut juste adapter son style de question à l'interlocuteur. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Mais du coup, ça me renforçait dans cette idée. Il y a moins cette dimension. Je pense il y a cette idée que on puisse discuter de est-ce que c'est vrai ou faux, quoi, ce que raconte tel auteur. C'est presque pas ça le sujet. Alors que bon, quelque part, je trouve que ça fait partie des questions intéressantes.
C'est pas juste savoir qu'est-ce que Heidegger a pensé, c'est est-ce que, en fin de compte, c'est vrai ou faux. Je pense que c'est l'histoire de la philosophie. Il me semble qu'il y a une question là-dedans, dans le sondage, en fait. Sur l'histoire de la philosophie. Ouais, sur qu'est-ce que c'est la méthode en histoire de la philosophie, il me semble qu'il y a une question là-dessus. Et je pense qu'en France, on est très... On va rester au niveau historique, on va essayer de comprendre ce qu'a essayé de dire. Je trouve ça assez bien, en fait. On va essayer de décortiquer ce qu'a vraiment dit l'auteur. Mais en fait, je sais que moi, je me suis retrouvée dans un cours aux États-Unis. C'était sur Kant, en plus. Enfin, sur le transcendantalisme. Et là, en fait, c'était plus du tout ça. En fait, c'était plus comment essayer de partir de certains auteurs, genre Kant, sur le transcendantalisme, mais ils essayaient de le rendre convaincant, tu vois. Donc, ils changeaient. Et là, il me semble que dans le... Ouais, effectivement, j'ai retrouvé la question, c'est Method in History of Philosophy, laquelle vous préférez. Et il y a deux méthodes, c'est Analytic Rational Reconstruction, donc c'est ce que tu décris, ce qui était pratiqué dans ton cours en Angleterre. Ouais, et ça, c'est trop perturbant. Et au contraire, l'approche plutôt contextuelle, historiciste. Donc j'imagine c'est vraiment davantage essayer vraiment de comprendre ce qu'a dit l'auteur. Et c'est en un sens, moi j'ai l'impression qu'un vrai historien de philosophie doit faire la deuxième chose, s'il veut vraiment faire son boulot. Après, c'est vrai qu'en tant que philosophe, c'est plus intéressant de faire des trucs qui consistent à se dire bon, je lis Kant et je vais essayer de faire une version de Kant la meilleure possible, quitte à m'écarter de ce que raconte Kant, parce que bon, voilà, le but n'est pas de faire juste. Ouais, mais ils font clairement ça, et c'est hyper. Je pense qu'en France, on ne fait pas juste histoire. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu plus subtil. Souvent, on essaye de rendre plus clair ou de montrer qu'on n'avait pas bien lu assez près et qu'en fait... Oui. Au fond, Kant n'avait rien contre les esclaves. Tu vois, il y a plein de gens, ils font leur thèse sur je sais pas quoi chez Hegel. Enfin, forcément, ils font pas juste de l'histoire, ils vont apporter, tu vois, des choses philosophiques, mais c'est pas aussi... je change tout et je fais mon propre truc, tu vois, que ce qu'ils font aux États-Unis. Moi, j'étais perdue dans ce cours. J'étais là, mais attendez, là, vous êtes en train de dire que Hegel il disait ça, mais pas du tout. Quand il disait ça, il disait ah non, c'est juste qu'on trouve. Non, c'est Hegel étoile. T'imagines, c'est du transcendantalisme analytique. Le truc, ça te donne mal à la tête. Il y a même hegelianisme analytique. On peut tout faire analytique. Et vous avez pensé, par exemple, Kripke avait écrit tout un bouquin sur Wittgenstein, mais c'est pas vraiment Wittgenstein, genre tout son bouquin sur suivre une règle, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et genre, c'est un truc assez classique. En gros, il lit Wittgenstein, il se dit j'ai l'impression qu'il y a un argument là dans ce truc-là, mais bon, comme c'est Wittgenstein, il le dit pas clairement. Je vais faire tout un bouquin où je vais dire c'est à peu près Wittgenstein qui le dit, mais on va dire ok, c'est pas vraiment Wittgenstein, je vais juste lui donner un espèce de faux nom. Je sais plus, parfois on en parle en disant c'est Kripkenstein, parce que c'est un mélange de Kripke et de Wittgenstein. En gros, c'est le Wittgenstein selon Kripke, sachant que Kripke lui-même n'est pas tout à fait du fait que c'est pas vraiment. J'ai pas assez d'expérience, mais j'ai eu tout ce cours là qui m'a retourné le cerveau, je ne comprenais rien. J'ai eu l'impression qu'ils faisaient tous un peu ça, mais sans forcément le dire, tu vois. Je me dis, ça peut être intéressant de regarder sur cette question-là des méthodes en histoire de la philosophie, si on restreint à ceux qui font de l'histoire de la philosophie, justement, en fait. Comment on pourrait faire? Ah oui, il n'y a pas juste histoire de la philosophie. Disons, philosophie du XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a plein de trucs dans le chat. J'essaie de surveiller un petit peu, mais je vois que Florent Kova est toujours là, toujours la patate. C'est bien. Il parle de la dissertation et je pense qu'il critique la dissertation. Ne commençons pas là-dessus, sinon qu'il est déjà 21h. Alors effectivement, par exemple, en restreignant aux historiens de la philosophie, on voit qu'il y en a beaucoup plus qui sont quand même historicistes dans leur méthode. Je pense en fait c'est ça le truc, c'est qu'est-ce que tu préfères si tu poses la question en fait au public général des philosophes. En fait, en tant que non-historien, moi, ce qui m'intéresse si je lis un bouquin sur Kant, ça va être peut-être effectivement que l'auteur, à un moment donné, se mouille et essaie de faire une petite reconstruction qui soit vraiment solide, avec laquelle qui puisse être intéressante d'un point de vue intellectuel aujourd'hui pour moi. Juste comprendre pourquoi est-ce qu'il soutenait des trucs mais alors pourquoi parler de Kant, tu vois parce que moi, déjà, je trouve qu'il y a des... le problème, c'est que, tu vois, il y a des trucs tellement compliqués de style Kant, Hegel, etc., j'aimerais déjà que l'historien de la philosophie m'explique un peu de ce qui se passe, tu vois. Donc, si en plus, après, il fait son propre truc, là, on comprend plus rien. Enfin, je sais pas. Je trouve pas ça super clair. Mais c'est un petit peu vraiment mon côté
historien des sciences. Enfin, tu vois, j'ai pas juste envie. C'est comme l'histoire des sciences. J'ai envie qu'on m'explique. J'aimerais bien aussi qu'il y ait l'histoire de la philosophie au sens vraiment histoire. Genre, dans quelles conditions la philosophie a été produite, quelles étaient les normes. Enfin, tu vois, tout ça là, je trouve c'est trop dommage. On étudie pas. Il y a probablement quelques historiens qui font ça, mais. Ouais, je pense. Encore une fois, je pense qu'il y a des historiens de la philosophie qui sont pas dans ce trip-là de faire des reconstructions, et qui sont plus vraiment dans l'approche purement historienne. Et limite, justement, le fait d'avoir un peu ces deux approches, ça permet d'avoir moins de scrupules à être non, là, dans une approche qui est vraiment purement historique. Moi, j'ai l'impression parfois, quand on lit des historiens de la philosophie français, ça va être. Il y a tellement un respect pour l'auteur qui quelque part ne doit pas se tromper, etc. On est un peu toujours dans cet entre-deux où on veut à la fois être très historique, très historien et précis dans les trucs. Et en même temps, on veut absolument que ce soit cohérent. Et on veut que ce soit cohérent, on veut que ce soit important par rapport à la philosophie avec un grand P. Et finalement, c'est peut-être un peu en contradiction. C'est-à-dire que peut-être que justement, si tu essaies de faire un truc vraiment très historique, très précis, c'est plus de la philosophie avec un grand P, c'est vraiment purement de l'histoire de la philosophie et rien d'autre. Et ouais, voilà. Bon, de toute façon, on n'est pas historien de la philosophie, ni toi ni moi, donc on ne sait pas trop. Voilà. Mais après, moi, je pense qu'avoir fait de la philosophie en France, ça donne un goût. Enfin, moi, ça m'a donné un goût pour l'histoire de la philosophie que j'aurais sûrement pas eu si j'avais fait mes études ailleurs. Et quelque part, j'aime bien ça. C'est pas pour rien que j'ai fait mon bouquin qui parle d'histoire de la philosophie. Bah oui, c'est vrai que dans ta chaîne, tu écris tout l'histoire de la philosophie aussi. Hein. Et en même temps, c'est vrai que. Je fais pas tant que ça, non. J'en fais plutôt beaucoup moins. J'essaie souvent de raccrocher les wagons pour. Moi, j'ai le sentiment de faire. J'ai le sentiment justement de faire très peu d'histoire de la philosophie sur ma chaîne. Justement parce que je préfère parler des problèmes que des auteurs. Et j'ai revu là récemment une vieille vidéo à moi où je parle de Hume, par exemple. Et après coup, je me dis, mais je la ferai jamais celle-ci aujourd'hui, où je lis un texte de Hume, etc. Désolée, je ne vais pas te. Et je me Après, dis, j'ai non, peut-être vu que tes vieilles vidéos. Mais. Parce qu'au début, je me souviens encore la première fois que tu as partagé la vidéo sur Facebook. C'est ma première vidéo. Moi, j'étais je partage. C'était cringe. Bah non, elle est bien. Je trouve qu'elles sont bien, tes premières vidéos. C'est dur à regarder quand même. Moi, j'ai eu du mal. Ouais. Sinon, je viens d'ouvrir la question métaontologie et je dois dire que je suis pas sûr de comprendre. Hein. Je suis pas sûr de comprendre une parenthèse. C'est typiquement un truc où là, je vais devoir aller chercher sur la Stanford d'abord pour comprendre. Je veux très bien la question. La question, c'est métaontologie. Réalisme lourd. Réalisme déflationniste, on dit comme ça? Ouais, déflationniste. Réalisme heavyweight, poids lourd. Même, et je suis surpris de voir qu'il y a 20% d'antiréalisme. Mais je me demande parce que dans le cadre de la métaontologie, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Poids lourd. Ah non. Mais juste pour le cool du nom, moi je pense que j'ai envie d'être un. Il y a quand même 704 répondants. Enfin, c'est fou, en France, tu demandes ça à n'importe quel professeur d'université, il te dit je ne sais pas de quoi vous parlez, non? Je me suis mal mis, c'était comme ça. Ouais. Juste pour avoir les bons résultats, parce que depuis tout à l'heure, on ne regardait pas les résultats de tout le monde, on regardait les résultats de. Ah oui, c'est très différent. Tiens. C'est vraiment parce que tout à l'heure, j'étais resté sur, je ne sais plus sur quel groupe j'étais sur les historiens du XVIIe, XVIIIe siècle, ça n'avait pas du tout la même tête, il y avait beaucoup plus d'antiréalistes. Là, du coup, en prenant tout le monde, c'est le réalisme lourd qui l'emporte, un réalisme déflationniste en deuxième position et une petite minorité d'antiréalistes. Heavyweight, ça me fait penser aux catégories de sport de combat. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les poids lourds, les réalistes poids lourds, les réalistes légers et puis les poids plumes antiréalistes. Bonsoir Antoine Daoust. Je ne sais pas s'il faut dire Daoust ou Daou. C'est comme Raoult et Raoult. Oula, non, pas de choses polémiques. Le sujet qui passe. Écoute, il est 21h15. Moi, j'avais dit qu'on ferait de 19h à 21h. De toute façon, on ne va pas tout faire. Encore une fois, c'était on a exploré les trucs marrants.